Souvent dans ma vie, j'ai été sous-estimé, ce qui m'a fait me sentir dévalorisé. Avec le temps, j'ai réalisé que ma véritable valeur provenait de l'intérieur de moi, et non de l'opinion des autres. Inspiré par la sagesse stoïque, j'ai appris à m'affirmer et à démontrer ma valeur sans dire un mot. Et cela a tout changé dans ma vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 habitudes qui transformeront la façon dont vous êtes perçu, montrant votre force et détermination de manière naturelle et impactante. Il ne s'agit pas seulement de présence, mais d'attitude, de confiance en soi et de langage corporel. Lorsque vous maîtrisez cet art, vous transmettez le respect et l'autorité de manière silencieuse. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur et se reflète dans la façon dont vous agissez et interagissez avec les autres. Si vous en avez assez d'être sous-estimé et que vous voulez agir différemment, restez jusqu'à la fin. Ce que je vais partager pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour renverser la situation et commencer à reconnaître votre valeur en étant vu et respecté pour ce que vous êtes vraiment. Rappelez-vous, le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs, vous vivez de manière authentique et vous pouvez vous affirmer naturellement. Mais, avant de commencer, je dois vous dire que cette vidéo vous est parvenue parce que quelqu'un l'a aimée et s'est abonné à notre chaîne. Faites de même pour ne pas briser cette chaîne de connaissances. Maintenant, commençons. Première habitude, confiance. La confiance en soi est le premier secret du succès. Ralph Emerson l'a dit, et il avait raison. Cette confiance ne s'exprime pas seulement en paroles, mais plus encore dans nos actions, nos comportements et la manière dont nous nous présentons au monde. Dans le stoïcisme, cette confiance est enracinée dans la compréhension profonde de notre valeur et dans l'acceptation de nos capacités et limitations. Imaginez un leader entrant dans une salle. Il n'a pas besoin de dire un mot pour que tous ressentent sa présence et reconnaissent son autorité. Sa posture, son regard et même la manière dont il marche transmettent un message clair de confiance et d'autosuffisance. Ce type de présence est quelque chose que nous pouvons tous cultiver dans notre vie quotidienne. Mais par où commencer? D'abord, il est crucial de comprendre que la confiance n'est pas synonyme d'arrogance, de tout savoir ou d'être le meilleur en tout. La vraie confiance signifie se sentir à l'aise avec soi-même, acceptant tant ses forces que ses faiblesses. C'est être sûr de ses habiletés et de ses valeurs, indépendamment de l'approbation externe. Les stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle ont enseigné que la confiance est construite de l'intérieur. Selon Épictète, aucune personne n'est libre si elle n'est pas maîtresse d'elle-même. Cela signifie que la vraie confiance vient de l'intérieur, de la maîtrise de nos propres actions et réactions, et non de la manière dont les gens nous jugent ou de la valeur qu'ils nous accordent. Une autre habitude fondamentale est la pratique de la présence consciente. Soyez pleinement présent dans le moment, que ce soit lors d'une réunion ou dans une conversation avec un ami. Gardez une posture droite, regardez les gens dans les yeux et écoutez activement. Cette présence consciente non seulement montre du respect pour les autres, mais renforce également votre propre sécurité et valeur. La confiance est une habitude qui se cultive à travers de petits changements de comportement et dans notre manière de penser. Et c'est l'une des qualités les plus attrayantes qu'une personne puisse avoir. Mais rappelez-vous, la confiance est silencieuse. Vous n'avez pas besoin de parler de vos réalisations ou de vous montrer. Il suffit d'être présent, authentique et de maintenir la calme intérieure. En intériorisant la sagesse stoïcienne et en pratiquant la confiance dans vos actions quotidiennes, vous découvrirez que le pouvoir de vous imposer et de démontrer votre valeur est en fait en vous, attendant d'être révélé. C'est comme l'a dit Marc Aurèle. Regardez en vous-même. C'est là que se trouve la source du bien et elle peut couler continuellement si vous la cherchez toujours. Deuxième habitude, tranquillité. Imaginez que vous êtes dans une réunion de travail et qu'une discussion tendue commence. Tout le monde élève la voix, essayant d'imposer ses opinions. Alors, vous remarquez quelqu'un qui reste tranquille, observant calmement. Cette personne ne dit pas un mot, mais sa présence est remarquée. La tranquillité dans ce scénario parle plus fort que n'importe quel cri. La tranquillité, c'est comme un lac serein en plein milieu d'une tempête, tandis que tout autour est agité.
La surface calme reflète force et autocontrôle. Cette calme et rationalité montrent une maîtrise de soi et une clarté mentale, des qualités hautement valorisées dans n'importe quel contexte. Mais pourquoi est-il si difficile de rester calme dans des situations de tension? La réponse peut résider dans notre réaction instinctive au stress, où souvent nous confondons activité avec productivité. Sénèque, un des grands philosophes stoïciens, enseignait que la paix intérieure n'est pas l'absence de défis, mais la capacité de gérer ces défis de manière équilibrée. Tout comme les stoïciens tiraient avantage de la sérénité pour prendre des décisions avisées, nous pouvons apprendre à appliquer cette habitude dans notre vie quotidienne pour démontrer notre valeur sans avoir besoin de parler. Lorsque nous cultivons la tranquillité, nous augmentons notre capacité d'écouter activement, sans interrompre ni juger. Nous sommes également capables de maintenir une posture calme, même dans des discussions enflammées, et de répondre aux critiques sans réagir de manière défensive. Si vous réussissez à faire cela, vous êtes sur la bonne voie. La tranquillité est quelque chose d'incroyablement attirant. Lorsque vous êtes calme, vous transmettez une sensation de sécurité et de stabilité, quelque chose que beaucoup de personnes trouvent irrésistible. Dans le contexte de la sagesse stoïcienne, la tranquillité est une démonstration puissante de valeur et d'autocontrôle. Dans un monde où beaucoup sont tentés de parler fort et d'agir impulsivement pour être remarqués, cultiver la tranquillité peut être une manière silencieuse, mais extrêmement efficace de s'imposer. Il est important de comprendre que rester calme ne signifie pas être apathique ou jouer les imbéciles. Cela signifie être en paix et en contrôle de ses émotions, une qualité qui, bien que silencieuse, en dit long sur votre caractère. La tranquillité est la clé pour maintenir l'esprit en équilibre. Comme l'a dit Lao Tse, celui qui connaît les autres est sage, celui qui se connaît lui-même est éclairé. Cultiver la tranquillité est un signe de profonde autoconnaissance et de force intérieure. Et si elle ne se produit pas toujours naturellement dans votre vie, inscrivez-vous à la chaîne où tous les jours, ici, nous apprenons davantage sur la philosophie pratique et comment nous pouvons être aujourd'hui meilleurs que hier. Troisième habitude, intégrité. Dans le contexte de la sagesse stoïque, l'intégrité n'est pas seulement un trait désirable, mais une nécessité pour vivre une vie vertueuse. L'intégrité, c'est la cohérence entre nos valeurs internes et nos actions externes, ce qui nous permet de démontrer notre valeur sans avoir besoin de mots. Une personne intègre n'a pas besoin de clamer ses vertus ou capacités. Ses actions parlent d'elle-même. C'est la manière dont elle agit, même quand personne ne regarde, qui définit son véritable caractère. L'intégrité ne peut être feinte, elle doit être profondément enracinée en vous. Pour cultiver l'intégrité, vous devez d'abord connaître vos propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels principes guident votre vie? Prenez le temps de réfléchir à ces questions et assurez-vous que vos actions correspondent à vos réponses. Lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs, cela change la perception que les autres ont de vous, projetant une authenticité très attrayante. Une autre partie cruciale de l'intégrité, c'est d'être honnête, non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Cela signifie admettre ses erreurs et en apprendre. Les gens respectent ceux qui ont le courage de reconnaître leurs erreurs et de travailler à s'améliorer. Être honnête vous libère du fardeau de maintenir de fausses apparences, vous permettant de vivre de manière plus légère et paisible. Il est important de se rappeler que l'intégrité n'est pas construite sur de grands gestes, mais sur de petites attitudes cohérentes. S'engager à être ponctuel, livrer le travail à temps, traiter tout le monde avec respect et compassion, indépendamment de qui ils sont ou de ce qu'ils peuvent offrir. Ce sont ces petits actes qui construisent un caractère intègre. Quand vous vivez avec intégrité, vous devenez une personne de principes et de valeurs solides, construisant une vie de signification et de but. L'intégrité, c'est la base pour la confiance en soi et le respect des autres. Souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. L'intégrité est l'âme de l'homme. Sans elle, il n'est rien. Quatrième habitude, l'autocontrôle. La véritable source de pouvoir et d'influence ne consiste pas à contrôler les autres ou les circonstances extérieures, mais plutôt à se gouverner soi-même. L'autocontrôle est la clé pour démontrer notre valeur de manière silencieuse, mais puissante.
En maîtrisant nos réactions, émotions et impulsions, nous projetons une présence forte et fiable qui parle plus fort que les mots. Imaginez que vous êtes dans une réunion de travail et qu'un collègue commence à parler d'un projet important. Vous avez envie d'interrompre, de montrer que vous comprenez également le sujet. Mais alors, vous vous rappelez de l'importance de l'autocontrôle. Au lieu d'interrompre, vous respirez profondément et écoutez attentivement. C'est à ce moment que vous imposez le respect et gagnez l'admiration lorsque vous parvenez à vous contrôler. La capacité de contrôler vos émotions et réactions non seulement démontre une maturité, mais aussi une force intérieure. Les personnes qui exercent l'autocontrôle ont tendance à prendre des décisions plus sages, ont des relations plus saines et sont plus respectées par les autres. D'un autre côté, le manque d'autocontrôle peut mener à des décisions impulsives, à des conflits inutiles et à une image détériorée. Pensez à l'impact à long terme de ces choix sur votre vie personnelle et professionnelle. Comment serait votre vie si vous pouviez affronter chaque défi avec calme et clarté? Que pourriez-vous déjà avoir accompli si vous n'étiez pas esclave de vos émotions et de vos impulsions? L'autocontrôle peut sembler une vertu difficile à cultiver, mais les bénéfices sont immenses. Les stoïciens croyaient que par la pratique constante et consciente, nous pouvons renforcer notre capacité à contrôler nos émotions. Et cela commence par de petits pas, comme respirer profondément avant de réagir ou s'arrêter pour réfléchir aux conséquences de nos actions. Soyez conscient du moment présent et de vos sentiments. Cela aide à identifier les déclencheurs émotionnels et à répondre de manière plus rationnelle. Adopter une posture d'autocontrôle n'est pas juste un exercice de discipline personnelle, mais un choix de vivre une vie plus significative et centrée sur ce qui compte vraiment. Dans les prochains jours, défiez-vous de pratiquer l'autocontrôle dans vos interactions quotidiennes et observez comment cela transforme votre perception et améliore vos relations. Tous admirent ceux qui parviennent à rester calmes et à agir rationnellement en toute situation. Cela démontre une force intérieure que beaucoup respectent et désirent posséder. Cette calme et rationalité montrent une maîtrise de soi et une clarté mentale. Souvenez-vous, le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Qui est maître de soi est plus grand que celui qui est maître du monde. La sagesse de cette citation nous rappelle que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. L'autocontrôle nous aide non seulement à rester calme au milieu du chaos, mais aussi nous permet de projeter une image de force et de confiance inébranlable. En devenant maître de nous-mêmes, nous devenons des exemples vivants de force intérieure et de sagesse. 5e habitude, être présent. Cette qualité d'être complètement dans le moment, de vraiment être là, avec les personnes et les situations que vous rencontrez, est appelée la présence. Quand vous êtes totalement immergé dans l'instant, votre énergie et votre concentration deviennent évidentes, influençant positivement ceux autour de vous. La présence, c'est une de ces choses qui peuvent être difficiles à définir, mais faciles à reconnaître quand nous la voyons. Sénèque a une fois dit « Être partout, c'est être nulle part ». Cela signifie que lorsque nous essayons de diviser notre attention entre de nombreuses choses, nous ne prêtons réellement attention à rien. Être présent signifie se concentrer complètement sur le ici et maintenant. Une étude de l'université de Harvard révèle que notre esprit vagabonde environ 47% du temps, c'est-à-dire que presque la moitié de nos vies, nous ne sommes pas vraiment présents dans ce que nous faisons. Alors, comment pouvons-nous cultiver l'habitude d'être présent? La pratique d'être présent n'est pas seulement une compétence, mais une philosophie de vie que les stoïciens maîtrisaient. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, utilisait la stratégie du memento mori. Il disait « Vous pouvez quitter cette vie à n'importe quel moment. Laissez cela déterminer comment vous vivez, pensez et ce que vous dites. » Sénèque renforçait cela en disant que nous devons vivre chaque instant comme s'il était le dernier, pleinement conscient et engagé. Cela améliore non seulement notre qualité de vie, mais augmente aussi notre perception et notre efficacité dans n'importe quelle situation. Par exemple, dans une conversation, intéressez-vous vraiment. Ne pensez pas à votre réponse pendant que l'autre personne parle ou ne regardez pas votre téléphone. Quand vous faites quelque chose, faites-le. Concentrez-vous sur ce qui est devant vous. Que ce soit un repas, une conversation ou un travail. Être présent ne signifie pas seulement être physiquement sur place,
mais être mentalement et émotionnellement impliqué. Parfois, la distraction est aussi séduisante qu'un écran de cinéma. Cependant, il est essentiel de résister à la tentation de se déconnecter. Si vous remarquez que votre esprit vagabonde, redirigez doucement votre focus vers le moment présent. Ne vous blâmez pas pour être distrait, mais utilisez ces opportunités comme des rappels pour renforcer votre pratique de l'attention et de l'engagement avec le maintenant. Être présent est l'un des plus grands cadeaux que nous pouvons offrir à nous-mêmes et aux autres. Et profitez pour partager cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Aidez-nous à répandre cette sagesse. 6e habitude, humilité. Souvent, l'humilité est confondue avec l'autodépréciation. Mais en réalité, c'est une vertu qui nous aide à nous concentrer moins sur nous-mêmes et plus sur les autres et sur le monde autour de nous. Imaginez un leader dans une équipe de travail. Il est calme, mais sa présence est forte. Il n'a pas besoin de parler de ses réalisations ou de ses compétences. Son humilité se montre en aidant ses collègues, en écoutant plus qu'il ne parle et en admettant ses erreurs, créant un environnement de respect et de confiance. Ce leader n'a pas besoin de dire qu'il est compétent. Ses actions le montrent clairement. Maintenant, pensez à un chef qui parle toujours de ses réalisations ou corrige les autres pour montrer qu'il a raison. Qui a besoin de diminuer les gens pour se sentir important? Est-il aussi respecté que le premier leader? Probablement pas. L'humilité est une vertu puissante qui démontre notre valeur de manière authentique et durable. La vraie force et confiance ne viennent pas du besoin de se montrer ou de chercher l'approbation d'autrui, mais plutôt de la capacité de rester calme et authentique dans toutes les situations. Quand vous maintenez la tranquillité, vous démontrez une force intérieure qui est admirée et respectée par beaucoup. Cette sérénité vous permet d'agir de manière rationnelle, même dans les situations les plus difficiles. Épictète a dit « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir ». Cela nous enseigne que l'humilité est essentielle pour la croissance et l'apprentissage. Reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et que nous n'avons pas toutes les réponses est un signe de véritable sagesse. Admettre vos limitations ne vous rend pas seulement plus accessible, mais vous ouvre également à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Alors, comment pouvons-nous cultiver l'humilité? Premièrement, acceptez que vous ne savez pas tout. C'est l'une des étapes les plus difficiles, surtout dans un monde où tout le monde veut paraître expert. La pratique de l'humilité commence par l'acceptation de nos propres faiblesses et limitations. Cela nous permet de grandir et d'apprendre de manière continue, sans la pression d'être parfait. Une autre pratique importante est d'écouter plus que de parler. Donnez aux autres l'opportunité de partager leurs pensées et expériences, sans les interrompre ou tenter d'imposer votre point de vue. L'humilité se reflète aussi dans la manière dont vous traitez les gens, indépendamment de leur statut ou position. Traitez tout le monde avec le même niveau de respect et de dignité. Souvenez-vous que chaque personne a sa propre histoire et quelque chose de précieux à offrir. Il est important d'accepter et d'apprendre de vos erreurs. Personne n'est parfait et nous faisons tous des erreurs. La différence réside dans la manière dont nous répondons à ces erreurs. Au lieu de vous défendre ou de trouver des excuses, admettez quand vous avez tort et montrez-vous disposé à apprendre et à vous améliorer. Cette capacité à être vulnérable et honnête au sujet de vos défauts est une démonstration de grande force. En pratiquant l'humilité, vous devenez plus accessible et authentique. Les gens se sentent à l'aise près de vous, car ils ne ressentent pas la pression de devoir impressionner ou de compétir. Souvenez-vous, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais un signe de véritable pouvoir et de sécurité. C'est la base d'une vie riche en apprentissage significatif et en relations authentiques. 7e habitude, patience. La patience est amère, mais son fruit est doux. Aristote. Dans un monde où l'empressement et l'impatience dominent, la capacité d'attendre, d'observer et d'agir au bon moment est une démonstration silencieuse, mais cristalline de force et de sagesse. La patience est une vertu qui peut transformer la manière dont vous êtes perçu et comment vous vous reliez aux autres. Imaginez un bambou qui grandit. Durant les premières années, il n'y a presque pas de croissance visible. Cependant, sous terre, il développe un système racinaire robuste et complexe. Lorsqu'il perce finalement la surface, il grandit rapidement, atteignant des hauteurs incroyables. Ainsi est la patience.
Sa valeur peut ne pas être immédiatement visible, mais elle construit une base solide qui permet une croissance exponentielle. Nous vivons à une époque accélérée où tout le monde veut des réponses rapides et des résultats immédiats. La patience est la capacité d'attendre sans frustration, d'accepter que les choses prennent du temps et de maintenir son calme dans ce processus. Les personnes qui cultivent la patience montrent un contrôle interne qui transmet confiance et autorité. Sénèque, un des grands philosophes stoïciens, disait « La patience est le courage de la vertu ». La patience nous permet d'évaluer les situations avec clarté et de répondre de manière pondérée au lieu de réagir de manière impulsive. Pour cultiver la patience, il est essentiel d'être conscient des moments où notre impatience tend à surgir. Par exemple, si vous vous irritez facilement dans la circulation ou en attendant une réponse importante, utilisez ces moments comme des occasions de pratiquer la patience. Demandez-vous, est-ce vraiment si important au point de me stresser? La patience est aussi une manière de démontrer le respect pour les autres. Lorsque vous attendez votre tour pour parler ou donner de l'espace pour que les autres expriment leurs idées, cela montre que vous valorisez leurs opinions et contributions. Ce comportement ne passe pas inaperçu et augmente le respect que les autres ont pour vous. Il est important de se rappeler que la patience n'est pas seulement attendre, mais comment vous attendez. De plus, la patience vous permet d'observer et de mieux comprendre les dynamiques autour de vous. Au lieu d'interrompre une conversation ou de vouloir intervenir dans une situation, vous pouvez l'analyser et prendre des décisions plus informées. Cela ne démontre pas seulement votre valeur, mais renforce aussi votre capacité relationnelle. Enfin, souvenez-vous des mots d'Épictète. Aucune grande chose n'est créée soudainement, tout comme un raisin ou une figue. Si vous me dites que vous désirez une figue, je répondrai qu'il faut du temps. Au cours des 7 prochains jours, mettez-vous au défi d'être plus patient dans vos interactions quotidiennes. Observez comment ce changement peut transformer la manière dont les autres vous perçoivent et comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Être patient n'est pas seulement une démonstration de self-control, mais une affirmation silencieuse de votre valeur. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus qui peuvent transformer votre manière d'agir et de penser. 8e habitude, la gratitude. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Cicéron. La citation de Cicéron nous rappelle que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une vertu fondamentale qui soutient toutes les autres. La gratitude est une habitude puissante qui nous permet de reconnaître la valeur des choses et des personnes qui nous entourent, même sans le dire en mots. Imaginez une personne qui, au lieu de se plaindre des adversités, trouve toujours quelque chose pour lequel être reconnaissante. Pensez à quelqu'un qui, face à une tâche difficile, remercie pour l'opportunité de croissance qu'elle représente. Cette personne n'a pas besoin de parler de sa gratitude. Ses actions et attitudes montrent clairement ce sentiment. En pratiquant la gratitude, nous démontrons une compréhension profonde et une valorisation de ce que nous avons, projetant force et sagesse de manière silencieuse et puissante. Réfléchissez un instant sur la semaine passée. Combien de fois avez-vous pratiqué la gratitude de manière silencieuse, sans ressentir le besoin de la verbaliser constamment? Racontez dans les commentaires, quelle a été la dernière fois que vous avez pratiqué la gratitude de manière silencieuse? Comment cela a-t-il affecté votre journée? Votre réponse peut inspirer d'autres personnes qui regardent les vidéos de la chaîne à reconnaître et à valoriser les petites victoires. Les études montrent que la posture corporelle, le langage non verbal et la confiance jouent un rôle crucial dans la façon dont nous sommes perçus. Une étude de l'université de Harvard révèle que la posture de pouvoir peut réellement modifier la chimie de notre cerveau, augmentant la confiance et réduisant le stress. Ainsi, la véritable imposition commence par un changement interne. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou sur ce que nous désirons, mais les stoïciens enseignent l'importance de valoriser ce que nous avons déjà. Sénèque a dit « Ce n'est pas la personne qui a peu, mais celle qui désire plus qui est pauvre ». Cette citation nous rappelle que la véritable richesse vient d'apprécier ce que nous avons, plutôt que de toujours désirer plus. Souvenez-vous, la gratitude n'est pas seulement dire « merci », mais vivre avec une attitude d'appréciation et de contentement. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous reconnaissons nos propres réussites et la valeur des personnes qui nous entourent.
Cette pratique ne nous fortifie pas seulement intérieurement, mais change également la manière dont les autres nous perçoivent. Au lieu de nous efforcer de prouver notre valeur, nous commençons à irradier une confiance, tranquille, qui parle d'elle-même. 9e habitude. Comment vous vous exprimez? Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit pour que tous remarquent votre présence. Une étude de la Harvard Business School montre que 55% de la communication est non-verbale. La manière dont vous vous présentez, depuis votre posture jusqu'à vos expressions faciales, impacte significativement la façon dont les autres vous perçoivent. Votre valeur personnelle est souvent transmise de manière silencieuse mais puissante. Souvent, l'anxiété d'être remarqué ou le besoin de validation externe vous conduit à exagérer ou à parler trop. Ce comportement peut miner votre crédibilité et faire que les autres vous voient de manière négative. En essayant trop, vous finissez par repousser les gens et nuire à votre image. Dans le stoïcisme, nous apprenons que le véritable pouvoir vient du self-control et de la sagesse. Comme le philosophe Épictète l'a affirmé, le bonheur et la liberté commencent par la compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Comprendre cela vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à agir avec intégrité et sérénité. Ainsi, la manière dont vous vous exprimez doit être guidée par le self-control et par la sagesse. Quand vous vous présentez de manière calme et confiante, vous transmettez une force silencieuse qui est respectée et admirée. Cultiver cette présence non-verbale peut transformer la manière dont vous êtes perçu. Montrez votre véritable valeur à travers des actions et des attitudes, et vous verrez comment cette authenticité et cette sérénité font la différence dans vos relations et dans la façon dont vous êtes vu. Commentez quelles de ces habitudes vous allez mettre en pratique dans votre vie. Merci d'avoir regardé. Tu pourrais être en train de détruire ta réputation sans même t'en rendre compte. Il existe des habitudes qui paraissent insignifiantes, mais petit à petit, elles rongent le respect que les autres ont pour toi. Et le pire, c'est que tu répètes peut-être ces schémas tous les jours, sans imaginer les dégâts silencieux qu'ils provoquent dans ta vie personnelle, professionnelle et même financière. Maintenant, réfléchis. Si ta réputation était un compte bancaire, qu'est-ce que tu y déposes chaque jour? Du respect ou du doute? Comme l'a dit Warren Buffett, il faut 20 ans pour bâtir une réputation et seulement 5 minutes pour la ruiner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer les 7 habitudes toxiques qui sabotent ton image et t'éloignent du respect que tu mérites. Et si tu veux être reconnu avec admiration, traité avec sérieux et respecté pour ton attitude, écris en commentaire. Aujourd'hui, je commence à éliminer ce qui m'affaiblit. Car personne ne construit une réputation solide en conservant de faibles habitudes. Maintenant, passons à la première habitude que tu dois éliminer. Numéro 1. Faire des commérages. Faire des commérages est une habitude tentante et semble inoffensive. Parfois, cela commence comme une tentative de créer des liens. Raconter quelque chose sur une autre personne semble rapprocher et générer de la connexion. Mais ce type de lien est fragile, construit sur un terrain instable de méfiance, et ce qui rapproche aujourd'hui peut éloigner demain. Imaginez une situation simple. Un collègue vous confie quelque chose de personnel au travail. Le lendemain, vous en parlez à une autre personne, qui en parle à une autre, et bientôt l'histoire se répand dans les couloirs de l'entreprise. Résultat, la confiance s'est envolée, ce collègue s'éloigne, et les autres vous observent avec prudence. Si vous avez parlé de lui, qui peut garantir que vous ne parlerez pas d'eux aussi? Parler des autres, c'est comme lancer un boomerang. Tôt ou tard, il revient vers vous. Et parfois, il revient avec force. Imaginez maintenant un groupe d'amis. Quelqu'un commente qu'un des amis du groupe a des problèmes de couple, disputes et rumeurs d'une possible infidélité. La conversation commence avec de la préoccupation, mais se transforme rapidement en jugement, en moquerie et en petits rires. Tout semble normal jusqu'à ce que la vérité parvienne aux oreilles de celui qui a été exposé. Et avec elle, la déception, car ce qui a été dit ne fait pas seulement mal par son contenu, mais parce que cela vient d'un endroit inattendu. Épictète disait que nous devons nous concentrer sur notre propre conduite. Lorsque nous parlons des autres, nous détournons le regard de l'endroit où il devrait être, sur ce qui doit être amélioré en nous. Faire des commérages, c'est comme essayer de construire un pont avec du bois pourri. Cela semble solide au début, mais cela ne soutient rien avec le temps. De plus, il y a un détail encore plus subtil.
Le commérage donne une fausse impression de pouvoir. Savoir quelque chose que l'autre ne sait pas, exposer ce que l'autre cache. Mais cet avantage est illusoire. Ce qu'il révèle, en réalité, ce n'est pas de la supériorité, c'est de l'insécurité déguisée. Si vous voulez être perçu comme quelqu'un de fiable, commencez par éliminer cette habitude. Même avec de bonnes intentions, parler de la vie des autres est un écart d'intégrité. Changez de focus. Lorsque l'envie de commenter surgit, demandez-vous « Est-ce qu'il va bien ?» ou « Est-ce qu'il a besoin d'aide ?» Et quand quelqu'un vous apporte une commère, répondez avec élégance et maturité « J'espère que tout ira bien » ou « Et toi, comment tu vas ?» Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise de soi et de la loyauté silencieuse. Vous voulez un test concret? Durant les 7 prochains jours, évitez tout commentaire sur la vie de quelqu'un qui n'est pas présent. Participez uniquement à des conversations qui vous apportent des idées, qui vous inspirent et qui vous font grandir. Et observez. La manière dont vous parlez des autres révèle à quel point vous vous respectez vous-même. Le respect ne se construit pas avec de belles phrases. Il se construit avec le silence, avec la loyauté et avec le courage de quitter le prochain cercle de commérage, même s'il est intéressant. Car la confiance ne se demande pas, elle se prouve. Et si vous voulez en apprendre davantage sur la maîtrise émotionnelle, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque vidéo peut être un nouveau pas dans votre évolution. Maintenant, numéro 2. Agir dans le désespoir. Agir dans le désespoir, c'est comme essayer d'apaiser un feu en y jetant encore plus de flammes. Le geste est rapide et bruyant, mais au lieu de résoudre, il ne fait que révéler à quel point vous avez perdu le contrôle. Et celui qui perd le contrôle, perd le respect. Chaque fois que vous agissez poussé par la peur au lieu de la clarté, vous transmettez de l'instabilité. Et l'instabilité engendre le doute. Les gens peuvent ressentir de la pitié, mais ils ne feront jamais confiance à quelqu'un qui semble toujours au bord de l'effondrement. Imaginez une présentation importante, le client commence à paraître ennuyé et, pris de panique, vous accélérez, vous promettez plus que ce que vous pouvez tenir, vous essayez de paraître plus que ce que vous êtes. L'intention était de convaincre, mais l'effet est l'inverse. Personne ne fait confiance à quelqu'un qui semble supplier d'être choisi, ou dans une relation. Vous commencez à sortir avec quelqu'un, tout se passe bien, mais un jour sans nouvelles, et cette petite distance vous met déjà en alerte. Au lieu de rester calme, vous envoyez plusieurs messages d'affilée, vous analysez les likes, vous élaborez des théories, vous exigez des explications. Cela ne montre pas plus d'intérêt, cela montre du désespoir. Et celui qui étouffe perd totalement son charme. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » C'est là toute la différence entre celui qui maîtrise sa vie et celui qui se laisse emporter par elle. Celui qui agit sous l'impulsion cherche toujours à contrôler ce qui est à l'extérieur. Celui qui reste centré montre sa force là où elle compte vraiment, dans la maîtrise de soi. C'est comme voir quelqu'un essayer de calmer un bébé qui pleure en criant encore plus fort. L'excès ne résout pas le chaos, il ne fait que l'amplifier. Ce qui vous maintient vraiment debout, c'est le calme de celui qui ne cède pas à la panique. Et ne vous blâmez pas pour avoir déjà agi ainsi, nous avons tous agi dans le désespoir. Nous avons tous cédé à la précipitation dans des moments de peur. Ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas de honte, c'est de développer votre conscience. Parce que ce qui sabote votre parcours, ce n'est pas la peur en elle-même, mais à quel point vous la laissez décider à votre place. Le désespoir est traître. Il porte le masque de l'urgence, mais derrière, il n'y a que confusion. Il bloque la pensée logique et vous pousse à des décisions impulsives. Vous acceptez n'importe quelle proposition. Vous entrez dans des relations bancales. Vous lancez des projets ou des partenariats voués à l'échec. Vous abandonnez votre propre valeur, puis vous regrettez. Et le cycle continue, parce que celui qui n'apprend pas à maîtriser ses propres émotions aura toujours le désespoir comme guide de son histoire. C'est pourquoi chaque fois que vous êtes sur le point d'agir trop vite, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous. Est-ce une réaction ou un choix? Si c'est une réaction, attendez, faites une pause de quelques minutes, vous vous rendrez compte que ce petit geste peut vous épargner des décisions et des conséquences désastreuses. Mais si c'est un choix, agissez avec fermeté, car la précipitation peut vous convaincre pour quelques secondes, mais le calme impressionne pour toujours. Dans les relations,
le même principe s'applique. Si quelqu'un s'éloigne, ne courez pas derrière comme si vous essayiez de combler un vide. Le silence, parfois, en dit plus long sur l'autre que tous les messages que vous pourriez envoyer. Votre calme, en ce moment, est votre armure. Il protège votre dignité, votre énergie et votre clarté. Le respect naît quand les autres comprennent que vous ne sacrifiez pas votre paix pour être accepté. Que vous ne quémandez pas de l'attention et que vous n'essayez pas d'acheter de l'amour avec de l'agitation. Parce que celui qui est solide n'a pas besoin de se justifier. La prochaine fois que le désespoir frappera, faites le contraire de ce qui l'attend. Restez. Restez avec vous-même, restez dans le silence et restez fort. Parce que c'est ce calme, et non la précipitation, qui fait que les autres vous prennent au sérieux. Comme l'a dit Morgan Housel, auteur du livre « La psychologie de l'argent », si une opportunité ne peut pas attendre 24 heures, elle ne mérite pas votre investissement. Ce qui exige une décision immédiate vous place en position de faiblesse. Si c'est vraiment précieux, ce sera encore là demain, et si cela ne peut même pas attendre un jour, c'est peut-être que cela n'en a jamais vraiment valu la peine. Numéro 3. Interrompre les gens. Interrompre est une habitude plus courante et plus destructrice qu'il n'y paraît. Très souvent, on pense simplement participer à la conversation, contribuer avec enthousiasme, mais sans s'en rendre compte, on prend quelque chose qui ne nous appartient pas, le tour de l'autre d'être écouté. Et derrière ce geste, le message implicite est clair. Ce que j'ai à dire est plus important que ce que tu es en train de dire. Imaginez un dîner entre amis. Quelqu'un commence à raconter une histoire. Vous vous emballez, vous intervenez pour commenter ou compléter. Peut-être que votre intention était d'ajouter quelque chose, mais l'effet est inverse. Le rythme de la parole est brisé. Le fil de la pensée se perd. Et ce qui devait être un moment de partage devient une lutte silencieuse pour attirer l'attention. Dans le cadre professionnel, l'impact est encore plus perceptible. Un collègue présente une idée en réunion et avant qu'il ne termine, vous le coupez pour exposer votre point de vue. Dans votre esprit, c'était de la proactivité. Mais pour ceux qui observent, cela ressemble à de l'anxiété, de l'impatience ou un manque d'écoute active. Interrompre, c'est comme forcer la porte d'une pensée encore en construction. Ce qui était en train d'être bâti s'effondre. Et celui qui parlait sent que sa voix n'a pas été entendue, mais réduite au silence. Et voici le point essentiel. Celui qui interrompt n'écoute pas pour comprendre. Il écoute seulement pour répondre, et cela peu à peu mine le respect. Marc Aurèle disait « Le véritable pouvoir réside dans le calme, même quand l'impulsion d'agir est forte. Ce calme se manifeste dans l'écoute. Quand vous laissez l'autre terminer, vous transmettez quelque chose de rare, du respect, de l'équilibre et de la présence, tout cela sans élever la voix. Maintenant, imaginez le contraire. Quelqu'un vient à vous avec une confidence, une réussite, une demande, et vous écoutez, sans hâte, sans interruption. Ce silence attentif crée un espace de confiance, et aujourd'hui, celui qui offre une écoute véritable offre quelque chose de plus rare que n'importe quel conseil. La sécurité. Si vous vous rendez compte que vous avez cette habitude, ne vous blâmez pas. La plupart d'entre nous ont été formés à conquérir de l'espace, à être le premier à parler, le plus rapide à réagir, le plus présent dans la pièce. Mais il existe une force silencieuse dans le fait d'écouter jusqu'au bout, une force qui ne demande aucune précipitation, juste de la maturité. Très souvent, l'interruption naît de la peur de ne pas être entendu, mais celui qui a une sécurité intérieure n'a pas besoin de lutter pour chaque phrase. Parce qu'il sait qu'au bon moment, sa voix aura de la valeur et sera entendue, non pas grâce à l'insistance, mais grâce à l'autorité de celui qui a d'abord écouté. Vous voulez changer ce schéma? La prochaine fois que vous sentez l'impulsion d'interrompre quelqu'un, respirez, attendez, écoutez, et lorsque ce sera votre tour, utilisez des phrases comme « puis-je ajouter quelque chose ?» ou « ce point m'a fait penser à quelque chose de similaire ». Ainsi, vous n'imposez pas votre voix, vous construisez ensemble. Les stoïciens nous rappellent, le self-control est la base du respect. Et écouter, vraiment, est un des gestes les plus puissants que vous puissiez offrir, car, ironiquement, plus vous écoutez, plus votre propre voix commence à compter. Lors de votre prochaine conversation, essayez ceci. Occupez la place de l'écoute pleine. Retenez l'envie de parler et laissez de l'espace. Vous verrez à quel point même le silence peut transformer un dialogue, parce qu'au fond, celui qui écoute avec le cœur
n'a jamais besoin d'interrompre pour être entendu. L'habitude numéro 4 est un vrai tournant. Et avant de vous la dévoiler, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. C'est simple pour vous et très précieux pour nous. Maintenant, oui. Numéro 4. Vivre dans la rareté. La mentalité de rareté est un poison silencieux. Lorsque tu vis avec l'impression qu'il manque toujours du temps, que l'amour est rare, que l'argent ne suffit jamais, ou qu'il n'y a de place que pour un seul au sommet, tu commences à agir avec peur. Et là où la peur gouverne, le respect disparaît. Les personnes qui vivent en état d'alerte ne s'en rendent pas compte, mais elles transmettent en permanence de la tension. Chaque geste est chargé d'urgence, chaque conversation est imprégnée de méfiance. Et personne ne se sent à l'aise auprès de quelqu'un qui semble prêt à s'effondrer à tout moment. C'est comme marcher avec un sac percé, peu importe ce que tu y mets, tout finit par s'échapper. Parce que l'attention n'est pas portée sur ce que l'on a, mais sur ce qui manque. Dans un environnement professionnel, par exemple, si tu crois qu'il n'y a de place que pour une personne mise en avant, tu peux te mettre à agir de manière égoïste, à garder des informations, à dévaloriser tes collègues par de petites remarques ironiques, à vouloir briller seul. Peut-être gagneras-tu de la reconnaissance au début, mais très vite, tout le monde verra ton attitude. La collaboration disparaît, la confiance s'efface, et le respect, qui exige de l'intégrité, ne survit pas. Tu peux peut-être arriver plus vite en avançant seul, mais pour aller loin et bâtir quelque chose de grand, il faut être bien accompagné. Dans l'amour, la rareté se déguise en attention. Mais c'est du contrôle, c'est la peur constante de perdre. Les demandes d'attention, les tests silencieux, la jalousie déguisée en soin. Au début, l'autre comprend, puis il se lasse. Parce que personne ne veut aimer quelqu'un qui vit dans la peur d'être abandonné. Et parfois, c'est justement cette peur qui provoque ce que tu voulais à tout prix éviter, la faim. La rareté a un piège subtil. Elle te convainc que tout est une menace. Le succès de l'autre, les victoires des autres, même le bonheur de ceux que tu aimes. Et tu te mets à vivre comme s'il n'y avait qu'un seul morceau de bonheur dans le monde et que tout le reste n'était que compétition. Mais les stoïciens comme Marc Aurèle nous rappellent « Fais confiance au temps des choses ». Quand tu crois que ce qui t'appartient viendra, tu avances en paix. Et celui qui avance en paix transmet quelque chose de rare, la sécurité. Et c'est justement cette sécurité qui inspire le respect. La vraie abondance ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. C'est la sérénité de celui qui sait attendre, la maturité de celui qui ne cherche pas à tout conquérir, et la grandeur de celui qui sait applaudir les autres sans se diminuer. Et si tu veux sortir de ce cycle, voici 3 tactiques simples pour reprogrammer ta mentalité. Première, c'est le geste de la suffisance silencieuse. Chaque fois que quelqu'un te demande comment ça va, résiste à la tentation de dresser la liste de ce qui te manque encore. À la place, réponds avec quelque chose qui t'apporte déjà de la paix. Par exemple, je parviens à garder près de moi ce qui compte vraiment. Ce type de réponse désamorce le discours de la rareté au quotidien et reprogramme la manière dont tu te présentes au monde, sans exagération, sans victimisation et sans esprit de compétition. Deuxième tactique, c'est la table de ce qui est déjà à toi. Prends une feuille de papier et dessine une table. Dessus, écris tout ce que tu possèdes déjà et qui te soutient. Talent, amitié, opportunité et apprentissage. Chaque fois que tu as l'impression de rester en arrière, reviens à cette image. Elle est là pour te rappeler que tu n'es pas en train de concourir pour une place. Tu as déjà ton propre espace. C'est cette conscience qui apaise le regard. Et la troisième, c'est l'intervalle de l'expansion. Choisis un moment fixe dans ta journée. Cela peut être juste après ton réveil, en arrivant au travail ou en rentrant chez toi. Pendant 30 secondes, fais quelque chose qui représente l'expansion. Fais un compliment gratuit, partage une idée ou propose ton aide. La mentalité de rareté se dissout dans la pratique de la générosité spontanée. Cet intervalle est un rappel quotidien que l'abondance n'est pas passive, elle se construit dans l'action. La rareté te pousse à regarder le monde comme s'il te devait quelque chose, comme s'il n'y avait pas assez, comme si chaque réussite de l'autre t'était volée. Mais le respect, le vrai, ne naît pas de la peur de perdre, il naît de la force intérieure de celui qui a déjà ce qu'il lui faut. Et ce qu'il faut, ce n'est pas de la stagnation, c'est de la stabilité, c'est savoir que tu n'as pas besoin de courir
Après ce qui est déjà en chemin, c'est comprendre que tu n'as pas besoin d'attaquer pour exister. L'abondance n'est pas un solde bancaire, c'est un état intérieur qui commence quand tu arrêtes de vivre limité. La prochaine fois que tu te sentiras en retard, souviens-toi, ce n'est pas un manque, c'est une comparaison. Ce n'est pas une perte, c'est une illusion. Ta paix commence quand tu cesses de compter ce que tu n'as pas, et que tu commences à avancer avec ce qui te porte déjà, parce que celui qui vit avec légèreté dans le regard, présence dans les mains et grandeur dans le cœur, est déjà, avant même d'avoir conquis quoi que ce soit. Numéro 5. L'erreur de ne pas prêter attention. La plupart des gens ne perdent pas le respect à cause de cris, de trahison ou d'offenses directes. Ils le perdent peu à peu, dans l'indifférence déguisée, dans l'absence silencieuse, dans la distraction qui se répète chaque jour. Vous n'avez pas besoin de dire que quelqu'un ne compte pas. Il suffit d'être là physiquement, mais avec l'esprit ailleurs. Cela suffit pour que l'autre ressente « mes paroles n'ont aucune valeur pour toi ». C'est comme essayer de parler à un mur qui respire. La présence physique est là, mais l'absence émotionnelle prend toute la place. Et cela fait mal. Pensez à une conversation simple. Quelqu'un s'ouvre pour raconter quelque chose d'important et vous, sans même vous en rendre compte, regardez votre téléphone. La connexion se rompt à cet instant, la personne continue de parler, mais émotionnellement, elle s'est déjà refermée. Car rien ne blesse autant que d'offrir sa vulnérabilité et de recevoir de l'inattention. Imaginez maintenant l'impact que cela peut avoir au travail. Un collègue est en train d'expliquer un processus, mais vous êtes en train de répondre à des messages sur WhatsApp. Quand vous posez une question sur quelque chose qu'il vient tout juste de dire, cela ne semble pas être de la distraction, mais du mépris. Vous donnez l'impression que son temps ne vaut pas votre présence. Et cela ronge le respect de manière silencieuse, mais certaine. À la maison, c'est encore plus douloureux. Un père qui essaie de parler à son fils, un partenaire qui tente de partager une pensée. Et de l'autre côté, seulement le son des notifications et des yeux qui ne se lèvent pas. Ces petits vides deviennent des trous, et ces trous deviennent des abîmes. C'est ainsi que les liens se perdent, non pas dans une explosion, mais dans des absences répétées. Marc Aurèle disait « Concentre-toi sur ce qui est devant toi », parce qu'être vraiment présent est une déclaration silencieuse de valeur. Quand vous écoutez avec attention, sans interrompre, sans distraction, vous dites « Je te vois, je te respecte, tu comptes ». Et ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est que personne n'oublie comment il s'est senti lorsqu'il a été vraiment écouté. La présence laisse une empreinte, tout comme l'absence aussi. Si vous sentez que vous avez échoué sur ce point, ne vous blâmez pas. Nous sommes chaque jour plus connectés, et même ceux qui ne connaissaient pas la distraction numérique apprennent à devenir accros au téléphone. Aujourd'hui, nous sommes partout, sauf là où nous sommes réellement. Mais renverser cette habitude ne demande pas la perfection, cela demande de l'intention. Et pour vous y aider, voici 3 tactiques pratiques pour transformer votre présence en respect. La première est le rituel de l'arrivée. Avant toute rencontre, toute conversation ou toute réunion, faites un geste symbolique pour marquer le début de votre présence. Rangez votre téléphone, respirez profondément 3 fois et dites mentalement « Je suis ici ». Ce petit rituel modifie votre état intérieur et signale que vous êtes pleinement présent dans ce moment. La deuxième est la technique de la spirale inversée. Chaque fois que vous sentez votre esprit s'éloigner de la conversation, au lieu de vous en vouloir, observez avec curiosité « Où suis-je allé maintenant ?» Nommez la pensée et revenez doucement. La conscience sans jugement brise le cycle de la distraction et entraîne votre attention à rester. Et la troisième est le défi du regard présent. Pendant les 7 prochains jours, choisissez une personne par jour pour appliquer ceci. Rangez votre téléphone, regardez-la dans les yeux pendant qu'elle parle et pratiquez le silence actif. Écoutez sans interrompre, sans penser à la réponse. Restez simplement à l'écoute. Ensuite, notez comment cette personne a réagi. Vous allez constater l'impact immédiat de votre présence. Prêter attention est un geste simple, mais rare, et c'est justement pour cela qu'il est si puissant. Il ne demande ni diplôme, ni argent, ni talent, juste le choix d'être là. Et celui qui apprend à être là gagne quelque chose qui ne s'achète pas, la confiance. Lors de votre prochaine conversation, essayez d'être cette présence, car parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin pour se sentir valorisé,
c'est de ne pas être ignoré. Numéro 6. Quand personne ne peut compter sur vous. Être digne de confiance est l'un des fondements les plus solides du respect. Quand les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous, les liens se renforcent sans effort. Mais lorsque cette confiance est rompue, le préjudice va bien au-delà d'un simple malentendu. Il touche quelque chose qui, bien souvent, ne redevient jamais comme avant. Imaginez une scène courante. Vous prenez en charge une partie importante d'un projet au travail, mais vous oubliez la date limite. Vous ne livrez pas ce qui a été convenu. L'équipe est déçue, la présentation échoue, et soudainement votre nom cesse d'être associé à la compétence et commence à susciter le doute. Un doute qui ressurgira lors de la prochaine réunion, de la prochaine échéance, du prochain appel. Maintenant, imaginez une demande personnelle. Un ami vous sollicite dans un moment difficile et vous demande une aide simple. Vous dites que vous viendrez, vous promettez d'être là, mais vous ne venez pas. L'excuse est légère, mais l'absence est lourde. Même s'il dit que tout va bien, quelque chose se brise à l'intérieur, et la prochaine fois, il y pensera à 2 fois avant de vous demander. Être peu fiable, c'est comme traverser un pont aux planches branlantes. C'est possible, mais avec prudence. La peur de tomber à tout moment modifie la façon dont les gens marchent à vos côtés, toujours sur leur garde, s'attendant au prochain faux pas. La fiabilité se construit dans les détails. Tenir ses paroles, répondre quand on l'a promis, prévenir en cas de retard, honorer sa parole. Cela peut sembler peu, mais ce sont ces petites preuves quotidiennes qui révèlent qui vous êtes vraiment. Sénèque disait qu'une vie respectable exige une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. L'intégrité commence lorsque vos actions n'ont pas besoin d'explication et que vos paroles n'ont pas besoin d'être renforcées. Si vous avez déjà échoué là-dessus, vous n'avez pas à avoir honte. Nous avons tous un jour laissé quelqu'un tomber. La différence réside dans ce que vous faites ensuite. Choisissez-vous de vous cacher derrière des excuses ou vous relevez-vous pour reconquérir ce qui a été perdu? Vous voulez du respect au travail? N'attendez pas que votre supérieur vous relance, livrez avant. Prévenez à l'avance. Soyez présent à l'avance. Car quand vous agissez sans pression, vous montrez que votre responsabilité vient de vous-même. Vous voulez du respect dans une relation? Tenez vos engagements, surtout dans les petites choses. Dire que vous arriverez à 20h et apparaître à 22h sans prévenir, ce n'est pas juste un retard, c'est une négligence émotionnelle. Chaque promesse rompue sans raison apparente apprend à l'autre à attendre moins de vous. Et petit à petit, il apprend à ne plus compter sur votre présence. Et lorsque vous ferez une erreur, car oui, vous échouerez, ne fuyez pas. Ne blâmez pas la circulation, le rythme effréné, le destin. Admettez, corrigez et recommencez. Les personnes fiables ne sont pas celles qui ne se trompent jamais, mais celles qui ne disparaissent pas lorsqu'elles se trompent. Ce sont celles qui restent, réparent et apprennent. Être digne de confiance, c'est avoir le contrôle de sa propre parole. C'est montrer que vous êtes stable, même quand tout autour est instable. Et cette stabilité ne passe pas inaperçue. Elle apaise, elle inspire, elle attire. À partir d'aujourd'hui, traitez vos paroles comme une signature. Chaque oui doit avoir du poids, chaque promesse une valeur, car celui qui apprend à être fiable n'a pas besoin de parler fort. Sa conduite parle pour lui. Si vous appliquez cela à votre vie, vous n'aurez plus jamais besoin d'élever la voix pour obtenir le respect. Numéro 7. L'habitude de se plaindre. Se plaindre peut sembler être un simple exutoire, mais lorsque cela devient une habitude, cela épuise ceux qui vous entourent et éloigne ceux qui voudraient rester. Au début, la plainte rapproche. Tout le monde s'unit contre quelque chose. Mais très vite, cette union devient un fardeau, et ce qui était de l'empathie se transforme en épuisement. Pensez à un collègue qui arrive chaque jour en se plaignant du café, du patron, du temps, des embouteillages, de la vie. Au début, vous écoutez, puis après quelques semaines, vous commencez à l'éviter. Petit à petit, l'environnement se contamine, et si c'est vous qui vivez dans ce cycle, l'effet sur les autres est le même. Sans que vous vous en rendiez compte, vos relations commencent à se faner. Se plaindre, c'est comme répandre du poison en espérant que vos rêves poussent. Chaque mot qui sort de votre bouche porte une énergie, et cette énergie façonne ce que vous vivez. Lorsque vous choisissez de ne voir que les problèmes, vous semez précisément ce que vous souhaitez éviter. Imaginez maintenant un dîner léger entre amis.
Il suffit de 2 ou 3 plaintes sur les prix, la politique, la journée, et l'ambiance change. Les conversations s'éteignent, la légèreté disparaît. Se plaindre, c'est comme allumer une lampe que personne ne veut garder allumée. Elle éblouit la bonne humeur et n'éclaire que les problèmes. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, enseignaient à concentrer son énergie sur ce qui dépend de nous. Se plaindre de ce que l'on ne peut pas changer, c'est comme ramer à contre-courant. On se fatigue, on s'irrite et l'on n'avance pas. Accepter l'inévitable est une libération et agir sur ce qui est possible, c'est de la sagesse. Mais si vous vous reconnaissez dans ce schéma, ne vous en voulez pas pour autant. Peut-être que cela a été votre soupape de sécurité pendant longtemps. Ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas de culpabilité, c'est d'une direction. Voici 3 pratiques pour reprogrammer cet élan. La première consiste à utiliser le système d'ancrage émotionnel. Cela fonctionne ainsi, vous choisissez une ancre, une question ou une phrase qui va interrompre le cycle de la plainte dès qu'il commence. Par exemple, « Est-ce que cela améliore ma vie maintenant ?» ou « Merci la plainte, aujourd'hui je cherche la solution ». Répétez cette phrase chaque fois que vous sentez que vous allez vous plaindre. Avec le temps, cela deviendra un réflexe automatique. La deuxième consiste à créer un journal d'inversion. Pendant une semaine, chaque fois que vous avez envie de vous plaindre, notez la raison. Mais avec une règle, à côté de la plainte, écrivez une action possible. Par exemple, embouteillage pénible, transformé en « je vais écouter un podcast » ou « trop de travail » remplacé par « très bien, je vais prioriser les 3 tâches les plus importantes ». Cela entraîne le cerveau à penser en termes de solutions avant de nourrir le problème. Et enfin, faites le test des 3 minutes. Lorsque vous êtes dans un environnement social, retenez toute plainte pendant au moins 3 minutes. Ce temps est suffisant pour prendre conscience de ce que vous alliez dire et décider si cela en vaut la peine. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber et si c'est encore pertinent, reformulez avec plus de légèreté. Par exemple, remplacez « le service était horrible » par « je pense que la prochaine fois je choisirai un autre endroit ». Se plaindre sans cesse conditionne le cerveau à chercher des défauts, et plus vous en voyez, plus vous vous éloignez des solutions. L'esprit entre dans un état de manque. Tout semble mauvais, même quand ça ne l'est pas. Vous voulez être une présence admirée? Commencez par devenir quelqu'un qui transforme la tension en solution. Remplacez le « c'est affreux » par « que puis-je faire avec ça maintenant ?» Ce changement transforme votre humeur et l'ambiance autour de vous. Les personnes qui ne se plaignent pas de tout, mais agissent même dans les jours difficiles, sont perçues comme des ancres, stables, respectées, fiables. Choisissez d'être quelqu'un qui avance avec la vie, pas quelqu'un qui se fige face à elle. La prochaine fois qu'une critique vous monte aux lèvres, faites ce choix, remplacez-la par une action. C'est ainsi que commence le respect, quand vous cessez de répéter le problème et commencez à faire partie de la solution. Commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Et il est entièrement sous votre contrôle de laisser en commentaire lequel des 7 comportements vous allez abandonner, dès maintenant. T'es-tu déjà arrêté vraiment pour mettre ton évolution en premier? Sans t'auto-saboter, sans te distraire, sans te remettre à plus tard. Cette vidéo est une invitation directe. Changer ton focus et placer ton énergie là où elle aurait toujours dû être, en toi. Ici, tu trouveras 8 engagements stoïciens, chacun avec une action claire, pratique et transformatrice. Peut-être que c'est justement le tournant que tu attendais. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un te dira enfin ce qui devait être dit. Ta vie commence vraiment à changer au moment où tu choisis, avec courage, de te mettre en premier. Quand tu auras terminé, n'essaie pas de tout embrasser. Choisis seulement un engagement, mais choisis-le avec fermeté et commence dès aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'exige d'argent, de chance ou de temps en surplus. Cela exige seulement une chose, ta décision. Avant de continuer, laisse déjà ton like et abonne-toi à la chaîne. Cela nous aide à transmettre ce message à d'autres personnes qui sont également prêtes à changer. Maintenant, oui, commençons. Numéro 1. Contrôle intérieur. Imagine que, à chaque fois que quelqu'un t'irrite, t'interrompt ou te contredit, tu remettes une partie de ton contrôle comme si tu disais « Tiens, maintenant c'est toi qui décides comment je vais me sentir aujourd'hui ». C'est ainsi que la majorité des gens vivent, en réagissant tout le temps à ce qui se passe dehors. Si quelqu'un est grossier, la journée est gâchée. Si quelque chose dévie des attentes, l'humeur s'effondre.
Si un commentaire blesse, la paix intérieure disparaît. Et quand cela se répète, l'esprit devient captif. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu externalises ton état émotionnel. Ta tranquillité ne vient pas de toi, elle vient des autres. Et comme les autres changent tout le temps, tu n'as jamais une paix qui dure. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Les hommes ne sont pas troublés par les événements eux-mêmes, mais par la manière dont ils les perçoivent. » Autrement dit, le problème n'est pas ce qui arrive, mais le pouvoir que tu donnes à ce qui arrive. La paix de l'esprit ne se trouve pas dans le silence, ni dans l'absence de conflit. Elle naît quand tu décides que ton équilibre n'est pas à vendre, et cette décision est une pratique, une construction quotidienne qui commence par un simple choix, ne pas réagir immédiatement. L'action pratique de ce défi est, pendant la journée d'aujourd'hui, lorsque quelque chose t'irrite, ne réagis pas sur le champ. Fais un pas en arrière, mentalement, respire profondément et pense « Si je réponds maintenant, c'est l'impulsion qui est aux commandes, pas moi. » Attends 30 secondes. Pendant ce temps, observe comment la tension diminue. Ce petit espace entre le déclencheur et la réponse est l'endroit où réside ta liberté. Et plus encore, plus tu pratiques cette pause, plus elle se renforce. Ton cerveau commence à comprendre que tout stimulus ne nécessite pas une réponse immédiate. C'est comme renforcer un muscle émotionnel, et ce muscle s'appelle la présence. Au début, cela peut sembler difficile, mais c'est le fruit de la patience et de l'autocontrôle dans ta vie. Tu commences à devenir plus lucide, plus centré et plus libre intérieurement. Les circonstances extérieures restent les mêmes. Ceux qui sont agaçants restent agaçants. Ceux qui sont grossiers restent mal éduqués. Ce qui change, c'est ta manière de réagir. Tu ne fais pas que te contrôler, tu te transformes. Tu n'as pas de pouvoir sur le monde, mais tu as le pouvoir de décider si tu vas te perdre avec lui ou rester entier. Ta paix vaut plus que n'importe quelle provocation. Alors dis-moi, qui est aux commandes maintenant, toi ou le monde? Si tu choisis de retrouver ton centre, écris dans les commentaires « Mon équilibre n'est pas à vendre », parce que c'est cela que le stoïcisme enseigne. Celui qui se gouverne lui-même ne sera jamais gouverné par personne. Numéro 2. Confiance. As-tu déjà essayé d'ouvrir une porte fermée à clé avec la mauvaise clé? Tu tournes, tu forces, tu insistes, mais rien ne se passe. C'est ainsi que beaucoup de gens essaient de se sentir confiants, en forçant un sentiment qui ne vient pas du bon endroit. La véritable confiance ne vient pas de la comparaison, ni de paraître fort, ni de rechercher l'approbation. Elle jaillit de l'intérieur, du moment où tu regardes quelque chose que tu as accompli et affirmes avec fermeté « J'ai réussi ». Même si c'était quelque chose de petit, même si personne ne l'a vu. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne se valorisent que lorsqu'ils accomplissent quelque chose de grandiose. Ils ignorent les petites victoires, dénigrent leurs propres efforts et vivent dans l'attente d'une reconnaissance extérieure qui n'arrive jamais. Le résultat? L'estime de soi s'effondre, le doute devient une habitude et tout ce qui pourrait être source de fierté se transforme en exigence silencieuse. Selon la psychologue Christine Neff de l'Université du Texas, la confiance en soi est directement liée à ta capacité de reconnaître ta propre valeur, indépendamment de l'approbation extérieure. Autrement dit, si tu ne valorises pas tes conquêtes, personne ne le fera à ta place. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Pour les stoïciens, la véritable force ne réside pas dans les applaudissements, elle réside dans l'action. L'estime de soi se construit comme un muscle, en répétant, en ressentant, en reconnaissant sa propre force chaque jour. Tu n'as pas besoin d'attendre un prix, un trophée ou une médaille. Tu as seulement besoin de faire quelque chose et de laisser naître en toi le sentiment d'accomplissement. Parce que la confiance, c'est cela. Un pouvoir qui naît lorsque tu arrêtes de t'ignorer. Notre deuxième défi est clair. Aujourd'hui, réalise quelque chose de simple. Organise un tiroir, termine une tâche oubliée, bouge ton corps. Ensuite, arrête-toi pendant 30 secondes, respire profondément et ressens « J'ai fait cela ». Peu importe la taille de l'action, ce qui compte, c'est la conscience. C'est elle qui plante la graine de la véritable confiance. Veux-tu te sentir plus fort, plus capable, plus confiant? Alors commence par te reconnaître toi-même. Parce que si toi-même tu ne valorises pas ce que tu accomplis, tu passeras ta vie entière à attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Quelle a été ta petite victoire aujourd'hui? Écris dans les commentaires.
Je reconnais ma force. C'est ainsi que naît la confiance. Quand tu décides de ne plus ignorer la personne incroyable qui existe déjà en toi. Numéro 3. Clarté mentale. Imagine que, chaque jour, tu laisses un sac d'ordures dans ta cuisine. Tu ne le jettes pas, tu le laisses juste s'empiler dans un coin. Le premier jour, cela paraît inoffensif. Le deuxième, l'odeur apparaît. Et après une semaine, l'atmosphère devient étouffante, au point qu'il devient tout simplement impossible de rester là. Ton esprit fonctionne de la même manière. Chaque pensée négative que tu accumules, sur toi-même, sur tes erreurs, sur tes échecs, devient une ordure mentale. Et plus tu stockes, plus il devient lourd de vivre. Tu commences à ressentir de la peur, de l'insécurité, un manque d'élan. Et pire encore, tu finis par croire que ce poids fait partie de qui tu es. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois seulement apprendre à jeter ce qui t'empoisonne. Et cela commence par un geste simple. Arrêter de nourrir ce qui t'affaiblit. Tout le monde a déjà traversé une douleur, une déception, un rejet, une perte, un échec. Le problème n'est pas ce qui est arrivé. C'est la façon dont tu ravives cela chaque jour, comme si tu étais piégé dans un cycle sans fin. Le cerveau répète, le corps ressent, l'esprit croit. Et plus tu te vois comme quelqu'un de brisé, plus il devient difficile de percevoir ta véritable force. Selon le neuroscientifique Rick Hanson, le cerveau humain a une tendance naturelle à retenir les expériences négatives et à écarter les positives, comme si l'esprit était du velcro pour ce qui blesse et du téflon pour ce qui fait du bien. Autrement dit, si tu n'agis pas, la négativité s'installe. Mais elle ne te définit pas et tu peux changer ce schéma. La première étape est de choisir ce que tu nourris. Le stoïcisme nous enseigne, nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais nous contrôlons ce que nous laissons grandir dans notre esprit. La véritable force est d'interrompre ce cycle et de recommencer de l'intérieur. L'action pratique de ce défi est simple. Réserve 5 minutes de ta journée. Et au lieu de te concentrer sur tes erreurs, rappelle-toi 3 moments où tu as été fort, intelligent ou résilient. Cela peut être une petite réussite, une décision difficile ou un dépassement personnel. Ramène ces images à ton esprit et connecte-toi à cette version de toi, pas à celle qui se sabote. Cela, immédiatement, n'élimine pas toutes les pensées négatives, mais cela te donnera de la conscience à leur sujet. Et la conscience est le premier pas vers la liberté. Chaque pensée a un prix. Rien ne traverse notre esprit sans laisser une trace ou sans entraîner une conséquence. C'est pourquoi lorsqu'une pensée négative surgit, arrête-toi et demande-toi, est-ce 100% vrai? Existe-t-il une autre manière de voir cette situation? Ce simple questionnement est comme vider les ordures avant qu'elles ne pourrissent. Ton esprit peut devenir un lieu de clarté ou un champ de mine, et tout dépend de ce que tu choisis de conserver en toi. Alors dis-moi, quelle version de toi va grandir à partir d'aujourd'hui? Celle qui te sabote ou celle qui te renforce? Si ce choix a déjà commencé en toi, écris dans les commentaires « Je vais commencer ». C'est un engagement silencieux de ne plus accepter l'accumulation de déchets dans ton esprit. Nettoyer ses pensées n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Et chaque fois que tu te choisis, tu recommences plus léger. Numéro 4. Biais positif. Tout le monde se plaint de temps en temps. Mais lorsque la plainte devient une routine, tu ne t'en rends même plus compte et tu te réveilles déjà avec l'esprit programmé pour trouver des défauts partout, dans la circulation, dans le temps, au travail, chez les gens. La plainte est une habitude traîtresse. Elle ressemble à une libération, mais en pratique, c'est une répétition mentale qui te déconnecte du moment présent, vole ta légèreté et éteint ta capacité à voir ce qui fonctionne encore. Et plus tu te plains, plus ton cerveau s'adapte à ce schéma, toujours à la recherche de ce qui ne va pas. Avec le temps, cela ronge ta motivation, alourdit ton humeur et sabote ta manière de te comporter avec les autres et avec la vie. Selon le neuroscientifique Rick Hanson, les neurones qui s'activent ensemble se connectent. Autrement dit, plus tu renforces un schéma comme celui de la plainte, plus il devient automatique et dominant. Tu entraînes ton esprit à voir le pire, et il te répond en te montrant exactement cela. Le stoïcisme propose l'inverse. Il t'apprend à choisir où placer ton attention, à observer les faits, oui, mais à investir ton énergie uniquement dans ce qui peut être contrôlé, valorisé ou transformé en apprentissage. Entraîner son attention positive ne signifie pas fermer les yeux sur la réalité,
mais rediriger l'objectif, comme quelqu'un qui ajuste le miroir pour mieux capter la lumière. Et comment s'entraîne-t-on à cela? De la même manière que l'on renforce un muscle, par de petites répétitions, faites avec conscience et persévérance. Au début, cela peut sembler forcé, mais avec le temps, ton esprit apprend qu'il n'a pas besoin de s'accrocher à ce qui fait mal. Il peut trouver de la valeur même dans les situations imparfaites. L'action pratique de notre défi est claire. Aujourd'hui, choisis une situation courante dans laquelle tu as l'habitude de te plaindre. Cela peut être la circulation, la file d'attente, la chaleur, le travail, même le prix des œufs ou du café au supermarché. Et cette fois, arrête-toi pendant 3 secondes, consciemment, cherche quelque chose de positif dans ce moment. Peut-être est-ce une pause qui t'a permis de respirer, une bonne musique qui passe à la radio, ou simplement le fait d'être vivant et en bonne santé. Transforme ce qui t'irrite en un rappel de gratitude. Tout ce que tu nourris dans ton esprit grandit. La vie ne s'améliore pas seulement lorsque les circonstances changent. Elle s'améliore vraiment lorsque tu changes la façon dont tu regardes. Alors dis-moi, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait être un motif de gratitude, mais que tu n'as vu que comme une gêne? Écris dans les commentaires. Je choisis le bon focus. C'est là tout le pouvoir d'un choix silencieux. Tu ne fuis pas les problèmes. Tu décides qu'ils ne définiront plus ta journée. Tu cesses d'être un radar à problèmes et à critiques, et tu commences à devenir quelqu'un qui voit de la gratitude et des opportunités, même sur le chemin difficile. Prends cet engagement dans ta vie. Choisis le bon focus et commence à construire la force que rien d'extérieur ne pourra t'enlever. Numéro 5. Élargis ta vision. Avoir un objectif clair, définir une cible ou trouver un but dans la vie. Tout cela devient beaucoup plus difficile lorsque ta vision est limitée à ce que tu connais déjà. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont coincés dans le basique, non par manque de talent, mais par manque de référence. Imagine quelqu'un qui vend des gâteaux. Elle travaille bien mais fait toujours les garnitures traditionnelles. C'est ce que tout le monde fait, et cela fonctionne. Jusqu'à ce que le marché change, qu'une nouvelle tendance émerge et qu'elle soit obligée de courir après. Maintenant, imagine que cette même personne commence à regarder des vidéos d'une chef professionnelle en pâtisserie. Elle n'a pas besoin de copier quoi que ce soit, mais rien qu'en découvrant un univers différent, sa vision s'élargit, passant de 5 options à 50. Et quand cela arrive, elle ne dépend plus du basique. Elle commence à innover, à créer, à grandir. Il en va de même pour ton esprit. Si toutes tes idées viennent des mêmes sources, des mêmes personnes, des mêmes endroits, tu vas répéter les mêmes schémas et rester enfermé dans un cycle où tout semble étroit, confus et limité. L'éducateur américain Stephen Covey a écrit « Nous vivons limités par nos propres lentilles. Quand nous changeons notre manière de voir, nous changeons notre manière d'agir. » Autrement dit, élargir ta vision est la première étape pour transformer ta réalité. Quand tu vois davantage, tu comprends mieux ce qui fait sens pour toi. Tu cesses de choisir par impulsion et tu commences à choisir avec conscience. C'est comme entrer dans un magasin avec plus de choix. Soudain, tu réalises que celui que tu choisissais toujours n'était peut-être même pas le meilleur. Il en va de même pour tes rêves, tes objectifs, ta vie. Ce n'est qu'après avoir ouvert ton esprit que tu peux voir de nouveaux chemins. Un objectif clair ne naît pas de nulle part. Il naît du contraste. Tu vois ce qui existe au-delà et tu comprends alors ce que tu veux pour toi. C'est pourquoi le stoïcisme enseigne que la sagesse vient de l'observation, non seulement de soi-même, mais aussi du monde. Plus tu connais, plus des possibilités apparaissent. Et avec plus de possibilités vient la clarté. Tu cesses de tourner en rond et tu commences à avancer avec intention. L'action pratique de notre 5e défi est « Cherche une nouvelle référence ». Cela peut être une vidéo, une interview, une lecture, ou même une conversation avec quelqu'un qui pense différemment de toi. Mais fais-le avec intention, non pas pour te distraire, mais pour t'élargir. Et lorsque tu auras terminé, pose-toi la question, qu'est-ce que cette vision me montre que je ne voyais pas encore? Tu n'as pas besoin de tout changer, mais tu dois voir au-delà de ta bulle. Parce que ce que tu ne connais pas encore pourrait être exactement ce qui manque à ta vie pour faire un saut. As-tu déjà essayé de regarder le monde à travers un trou de serrure? Tu vois bien quelque chose, mais c'est toujours limité et partiel. Maintenant, imagine passer toute ta vie ainsi, sans jamais faire un pas en arrière pour voir l'ensemble. Celui qui élargit sa vision, élargit son destin.
Et tu peux commencer dès maintenant. Prends du papier et un stylo, ou ouvre l'application Notes de ton téléphone et écris en une phrase ce que tu veux atteindre dans les prochains mois. Ensuite, écris une action simple que tu peux faire dès aujourd'hui pour t'en rapprocher. Cet exercice est comme ouvrir une fenêtre et sortir de la prison du trou de serrure. Dans 2 semaines, compare ton objectif avec les nouvelles références que tu auras découvertes et observe à quel point ton esprit s'est élargi. Peut-être découvriras-tu un chemin que tu n'avais jamais envisagé, ou réaliseras-tu que tu visais beaucoup trop bas. Ce qui te semblait lointain semblera maintenant possible, et ce qui semblait juste, peut-être n'aura plus aucun sens. Parce que c'est cela qu'une nouvelle vision provoque. Elle ne change pas seulement ce que tu vois, elle change ce que tu désires. Et quand le désir change, la vie change avec lui. Numéro 6. Organisation. L'environnement dans lequel tu vis façonne ton esprit et influence directement ton énergie. Si ta maison est remplie de vêtements éparpillés, de vaisselle accumulée et d'objets hors de leur place, ce n'est pas seulement l'espace qui devient chaotique. Ton esprit commence à fonctionner au même rythme. Imagine te réveiller, poser les pieds sur un sol sale, voir des piles d'objets dispersés, perdre 5 minutes à chercher la télécommande. Tout cela avant même d'avoir pris ton petit déjeuner. Ta productivité chute, ta motivation disparaît et ton bien-être se dissout dans la confusion. Le psychologue Jordan Peterson résume de manière directe: range ta chambre avant d'essayer de changer le monde. Parce que l'ordre extérieur est une forme de respect pour soi-même, et chaque petite habitude d'organisation est un pas vers la clarté mentale, la concentration et l'équilibre émotionnel. Et ce n'est pas seulement une impression. Une étude de l'Université de Californie a révélé que les personnes vivant dans des environnements désorganisés présentent des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress. Autrement dit, plus il y a de désordre autour de toi, plus ton esprit devient anxieux et épuisé. De plus, le chaos vole ton temps. Combien de minutes de ta vie as-tu déjà perdu à chercher des clés, un portefeuille ou des documents au milieu du désordre? Du temps qui aurait pu être investi dans quelque chose qui compte vraiment. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. L'ordre commence par de petits gestes. Ranger un vêtement, nettoyer une table, jeter des papiers inutiles. Organiser ce qui est à ta portée est l'une des manières les plus rapides de transformer ton état mental. L'action pratique de notre défi est simple. Aujourd'hui, choisis un seul espace. Un tiroir, ton bureau, une étagère de la cuisine, et consacre 15 minutes à le mettre en ordre. Retire l'excès, organise ce qui reste, nettoie. Ce petit geste change déjà ton ressenti. Et applique aussi la règle des 2 minutes. Si quelque chose peut être fait en moins de 2 minutes, ranger des chaussures, laver une tasse, plier un t-shirt, fais-le tout de suite. Ne laisse pas le « je le ferai plus tard » gagner. C'est ainsi que tu empêches le chaos de s'installer. Ta maison doit être un refuge, un lieu où tu te reconstruis, non une source d'épuisement. L'organisation n'est pas seulement esthétique, c'est une base invisible qui soutient ton esprit, ta discipline et ta qualité de vie. Le désordre autour de toi est le reflet de ce qui s'accumule en toi. Et ce que tu acceptes comme normal dans ton espace définit la norme de ta manière de vivre. Pense aux autres domaines de ta vie, tes finances, ta santé, ta carrière professionnelle. Si ta maison est en désordre, comment espérer de l'ordre et du progrès dans ces domaines? La vérité est simple, le désordre se propage. Il commence dans un tiroir et bientôt il envahit tes décisions. Il s'installe dans ton environnement et t'accompagne dans tes pensées. Lorsque tu vis dans l'improvisation de l'espace, tu commences à improviser ta propre vie. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque tu choisis de créer de l'ordre à l'extérieur, quelque chose s'aligne à l'intérieur. Veux-tu de la clarté mentale? Commence par ranger ce qui est autour de toi, parce que l'ordre que tu crées à l'extérieur te renforce intérieurement et te prépare à grandir dans tous les domaines de ta vie. Numéro 7. Pratique le détachement émotionnel et matériel. As-tu déjà essayé de nager en portant un sac à dos rempli de pierres? Chaque mouvement exige 3 fois plus d'efforts. Tu ne coules pas d'un coup, mais tu t'épuises, tu t'enfonces peu à peu, jusqu'à ce que le poids devienne insoutenable. C'est exactement ainsi que nous vivons, lorsque nous nous attachons trop à des choses, des personnes ou des histoires qui n'ont plus de sens.
L'excès n'est pas seulement physique. Beaucoup de gens transportent des souvenirs, des ressentiments, des promesses non tenues et des objets inutiles, comme si tout cela définissait encore qui ils sont. Mais au fond, cet amoncellement ne fait qu'une chose, t'empêcher d'avancer léger. L'attachement excessif engendre la dépendance engendre la peur, et la peur paralyse des décisions qui pourraient changer ta vie. Veux-tu un exemple? J'ai connu Julie qui gardait dans une boîte tout ce qui rappelait son ancienne relation. Lettres, photos, billets, même un vieux t-shirt de son ex. Elle disait que c'était de beaux souvenirs, mais elle pleurait chaque fois qu'elle ouvrait la boîte. Accrochée à ce qui était déjà terminé, elle n'arrivait pas à commencer quelque chose de nouveau. Ce n'est que lorsqu'elle a décidé de se débarrasser de la boîte qu'elle a compris. Il ne s'agissait pas d'oublier, il s'agissait d'arrêter de se retenir. C'est à ce moment-là qu'elle a ressenti du soulagement. Elle n'a pas effacé l'histoire vécue entre eux, mais elle a cessé de la revivre comme si elle y était encore. Et dans ce geste simple, elle a retrouvé ce dont elle avait le plus besoin, de l'espace pour recommencer. Selon le philosophe stoïcien Épictète, ne considère comme tien rien de ce qui peut être enlevé, parce que ce que tu ne peux pas lâcher te contrôle. Cette idée est radicale, je le sais, et il est difficile de la pratiquer à la lettre. Mais le défi de cet engagement n'est pas de tout abandonner pour vivre comme un moine bouddhiste. C'est regarder ta vie avec sincérité et comprendre ce que tu continues de porter alors que cela n'a plus de sens. Et cela vaut autant pour le tiroir plein de choses que tu n'utilises plus que pour cette rancune qui te retient encore, cet échec que tu n'acceptes pas et qui t'empêche de regarder vers l'avenir, ou cet attachement au bon jour passé qui te fait ignorer la possibilité d'être heureux aujourd'hui aussi. La tempérance est la vertu de celui qui sait renoncer à l'excès avec sagesse et liberté. L'action pratique de notre défi est de choisir deux choses dont tu vas te détacher. Une chose matérielle, quelque chose que tu n'utilises plus mais que tu insistes à garder. Et une chose émotionnelle, comme une exigence, une rancune ou un souvenir qui n'a plus besoin d'être entretenu. Dans le cas de l'objet, fais un don ou jette-le. Dans le cas du sentiment, écris-le sur un papier, puis déchire-le comme un symbole de libération. Tu n'as pas besoin de tout porter. Tu as seulement besoin de choisir ce que tu veux emporter avec toi à partir de maintenant. Ta légèreté commence lorsque tu arrêtes de garder ce qui ne sert plus, de revivre le passé comme s'il était ton présent et de te laisser étiqueter ou définir par les rejets que tu as subis. Le véritable autocontrôle ne réside pas dans la répression, mais dans la capacité de lâcher prise en pleine conscience. La question à laquelle toi seul peux répondre est « Qu'as-tu besoin de lâcher pour vivre mieux ?» Écris dans les commentaires « Je choisis de vivre plus léger » parce que celui qui pratique le détachement récupère de l'espace, à l'extérieur et à l'intérieur. Numéro 8. Deviens un acteur. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui a 1000 idées, mais qui n'en réalise aucune? Cette personne parle de ses projets, de ce qu'elle va faire. Mais le temps passe et tout reste au même point. C'est comme si la volonté était grande, mais que le mouvement ne commençait jamais. Et peut-être qu'à certains moments, cette personne, c'était toi. La vérité est que l'action est l'engagement final. C'est elle qui transforme l'apprentissage en habitude, le désir en conquête, l'intention en réalité. Sans action, même la meilleure réflexion ou la plus belle idée se perd. Les personnes qui attendent la motivation parfaite, le moment idéal ou la certitude absolue, finissent par rester en arrière, car rien ne change tant que tu ne bouges pas. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Pendant que nous perdons du temps à hésiter, la vie passe. » Et elle passe sans demander la permission. Mais pourquoi est-il si difficile de commencer? Pourquoi même lorsque nous savons ce qu'il faut faire, restons-nous bloqués? Selon une étude publiée dans la Journal of Behavioral Medicine, la peur de l'échec, l'anticipation de l'inconfort et la comparaison constante aux autres figurent parmi les plus grands facteurs qui empêchent les gens de se lancer dans une nouvelle action. Le cerveau humain, par nature, évite l'incertitude et recherche la répétition de ce qu'il connaît déjà, même si cela nous maintient prisonniers. L'hésitation n'est pas de la paresse, c'est un mécanisme mental d'autoprotection contre le risque émotionnel. Commencer quelque chose de nouveau exige d'affronter la possibilité d'échouer, de quitter sa zone de confort et de ne pas réussir parfaitement du premier coup.
Mais c'est justement cela qui rend l'action si puissante. Elle brise ce cycle de paralysie et enseigne à ton esprit que tu es capable, même avec la peur. Le secret pour surmonter ce blocage n'est pas d'attendre de se sentir prêt. C'est d'accepter que le premier pas ne sera jamais confortable, et malgré cela de le faire. La motivation ne précède pas l'action. Elle vient après, comme conséquence de ce que tu as commencé. Toutes les personnes à succès que tu admires aujourd'hui ont commencé exactement comme toi, avec peur, avec doute, et souvent de manière maladroite. Le début n'est jamais parfait et n'a pas besoin de l'être. Comme l'a dit Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, si tu n'as pas honte de ta première version, c'est que tu as commencé trop tard. C'est l'imperfection du premier pas qui rend la croissance possible. Ceux qui attendent d'être prêts pour commencer, ceux qui attendent du soutien ou l'absence de critique, ne bougent jamais. Mais ceux qui acceptent de commencer, même avec peur, même sous le regard des autres, découvrent leur chemin en avançant. C'est l'engagement qui rend tous les autres possibles, car il te défie d'agir. L'action pratique de notre dernier défi est la suivante. Choisis un domaine de ta vie qui a besoin d'un véritable changement. Cela peut être ta santé, tes finances, ton organisation, tes études, ta spiritualité ou ta vie émotionnelle. Et maintenant, transforme cette idée en action par exemple. Si c'est ta vie financière, crée un tableau simple ou utilise l'application Notes de ton téléphone. Liste toutes tes dépenses des 7 derniers jours, même le café à 2 €. Cet acte simple te donnera déjà une conscience de l'usage de ton argent. Ensuite, suis 3 étapes de base. D'abord, dépense moins que ce que tu gagnes. Cela semble évident, mais c'est ce qui ruine le plus les finances personnelles. Mets de côté 10% de ce que tu reçois, même symboliquement, pour économiser. Cela entraîne ta discipline et montre que tu te priorises aussi. Ce montant n'est pas destiné à être dépensé plus tard, mais à représenter ta propre valeur. Réfléchis bien. Tu travailles et tu paies tout le monde. Mais combien de ton argent te verses-tu à toi-même? Même symboliquement, ces 10% le feront pour toi. Et enfin, évite les achats impulsifs. Avant d'acheter, demande-toi, ai-je vraiment besoin de cela maintenant? Cette petite structure peut transformer ta relation à l'argent et t'apporter plus de liberté à l'avenir. Si c'est ta santé, fais une marche de 10 minutes aujourd'hui même. Pas besoin de nouvelles chaussures, ni d'inscription en salle de sport. L'important est de briser l'inertie et de montrer à ton corps qu'il peut bouger. Si c'est une relation, envoie un message sincère maintenant. Montre que tu tiens à la personne, demande-lui comment elle va ou partage quelque chose de positif. Les relations ne s'améliorent pas toutes seules, elles ont besoin d'intention. Si c'est un rêve oublié, ressors-en le premier pas. Écris un paragraphe, visionne une première leçon. Fais une liste de ce que tu as déjà et de ce qui manque. N'attends pas lundi prochain, n'attends pas d'être prêt à 100%. Commence avec ce que tu as, maintenant. Au fond, tu n'as pas besoin de plus d'idées, tu as besoin de mouvement. Le monde ne change pas quand tu penses, il change quand tu agis. Celui qui devient un acteur cesse de repousser sa propre transformation. Maintenant, écris dans les commentaires quel défi tu choisis de t'engager à relever aujourd'hui. Tout ce qu'on t'a appris sur le stress est faux. Depuis tout petit, on grandit en entendant que le stress est un ennemi mortel, quelque chose qu'il faut éliminer à tout prix. Mais si le vrai problème n'était pas le stress lui-même, mais plutôt la façon dont tu y réagis? La plupart des gens essaient de fuir, de s'engourdir avec des distractions ou de se perdre dans des divertissements vides en espérant que le problème disparaisse. Mais rien de tout cela ne fonctionne. Les stoïciens le savaient déjà bien avant nous. Des philosophes aux stratèges, ils avaient compris que la véritable paix ne vient pas de tenter de contrôler ce qui est extérieur, mais d'apprendre à diriger ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le stoïcisme enseigne précisément cela. Ne pas lutter contre l'inévitable, mais changer la manière dont tu gères ce qui arrive, car ce qui pèse, ce n'est pas le stress, c'est la façon dont tu le portes. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 habitudes stoïciennes qui ont traversé les siècles, parce qu'elles fonctionnent encore aujourd'hui. Des principes simples et profonds qui peuvent transformer ta vie si tu choisis vraiment de les appliquer. Et la dernière habitude est la plus inattendue, mais aussi celle qui peut tout changer. Alors, commençons. 1. Rien n'est éternel. Cela aussi passera. Tout ce qui arrive est passager. Cette vérité puissante est souvent oubliée lorsque nous sommes au milieu du chaos.
la douleur la plus intense, la peur la plus étouffante, le désespoir le plus profond, tous s'évanouissent, comme la brume qui disparaît à l'aube. Au moment où nous affrontons un problème, il semble gigantesque, comme s'il n'y avait aucune issue. Mais le temps, avec sa patience silencieuse, dissout même les tempêtes les plus violentes. Pense à quelque chose qui, il y a un an, t'empêchait de dormir et consumait ta paix. Un problème au travail qui semblait sans solution, une dispute qui paraissait irréparable, une période difficile qui semblait interminable. Aujourd'hui, ces situations t'affectent-elles encore avec la même intensité? Probablement pas. La plupart des préoccupations ont une date d'expiration, même si, sur le moment, il semble impossible d'y croire. Le stoïcisme enseigne que tout est temporaire, tant les moments difficiles que les moments heureux. La vie ne se plie pas à nos désirs. Le temps avance, et avec lui, ce qui paraissait insupportable perd de sa force. Imagine une tempête furieuse. Pendant l'orage, le ciel sombre semble éternel, et la pluie ne cesse de tomber. Mais elle passe, et ce qui semblait être une prison devient simplement un souvenir. Le calme qui revient ensuite apporte la clarté. La douleur n'est jamais éternelle. Mais l'inverse est également vrai. Les joies et les réussites passent aussi. Et c'est pour cela qu'elles doivent être pleinement vécues, sans hâte, sans distraction. Reconnaître que tout est éphémère, ce n'est pas abandonner, c'est comprendre. Lorsque tu t'accroches désespérément à quelque chose qui inévitablement va changer, tu ne trouves que de la souffrance. Alors quand quelque chose te semble écrasant, pose-toi la question. Cela comptera-t-il encore dans 1 mois, dans 1 an ou dans 5 ans? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Ce qui aujourd'hui paraît impossible à supporter, demain sera simplement un souvenir de plus que tu auras surmonté. Cette pensée est libératrice. Elle te permet de te détacher de ce qui est passager, sans perdre ce qui compte vraiment. Comme un voyageur qui n'emporte que l'essentiel, sans se laisser alourdir par un poids inutile. Car la vie avance toujours, indépendamment de nos peurs et de nos douleurs. Souviens-toi, aucune tempête n'est éternelle, aucune joie ne dure pour toujours. Tout passe. Et c'est cette impermanence qui rend la vie si précieuse. Ne laisse pas ce qui est temporaire voler la paix que tu peux avoir maintenant. 2. Apprends à maîtriser la dichotomie du contrôle. La véritable maîtrise du stress ne réside pas dans l'élimination des problèmes, mais dans le fait de cesser d'essayer de contrôler ce qui est incontrôlable. Nous passons notre vie à croire que, pour trouver la paix, nous devons ajuster le monde à notre désir. Nous apprenons à nous inquiéter de tout, les embouteillages chaotiques, ce que pensent les autres, l'humeur d'autrui, les résultats qui échappent à nos efforts. Mais la vérité est que certaines choses sont simplement hors de notre portée. Plus tu t'efforces de contrôler l'incontrôlable, plus tu accumules de la frustration. Le stoïcisme enseigne que la paix vient de reconnaître ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Tout dans la vie peut être divisé en 2 catégories, ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Lorsque tu comprends cette différence, ta vie se transforme. Réfléchis bien. Tu peux décider comment réagir, comment utiliser ton temps, comment interpréter une situation. Mais tu ne peux pas décider comment les autres vont agir, ni contrôler la météo, le comportement des autres ou le cours inévitable des événements. Plus tu insistes pour changer ce qui ne dépend pas de toi, plus tu t'épuises. C'est comme ramer à contre-courant au lieu de suivre le flux de la rivière. Imagine un professeur préparant un cours captivant, rempli d'exemples pratiques et d'activités soigneusement planifiées. Cela est sous son contrôle. Mais lorsqu'il arrive en classe, il trouve des élèves inattentifs, fatigués ou rebelles. Certains ignorent ses explications, d'autres plaisantent ou remettent en question son autorité. Si le professeur croit qu'il doit contrôler chaque élève pour que son cours soit une réussite, il ne récoltera que de la frustration. Son véritable pouvoir réside dans la manière dont il réagit à cette réalité. Il peut améliorer sa pédagogie, adapter son approche à ceux qui veulent apprendre et créer un environnement propice, mais il ne peut pas obliger chacun à réagir comme il l'espère. Le problème est que la plupart des gens gaspillent de l'énergie en essayant de contrôler ce qui n'a jamais été entre leurs mains. Ils se stressent parce que quelqu'un ne répond pas à un message, parce que leur supérieur est de mauvaise humeur, parce que la réalité ne correspond pas à leurs attentes. Et plus ils essaient de forcer le monde à suivre le scénario idéalisé,
plus il s'enferme dans des batailles perdues d'avance. La véritable liberté naît lorsque tu acceptes que certains aspects de la réalité ne dépendent pas de toi. Cette liberté n'est pas une résignation, mais un choix conscient de diriger ton énergie vers ce que tu peux réellement transformer. Chaque fois que quelque chose t'irrite, demande-toi « Est-ce sous mon contrôle ?» Si oui, agis. Sinon, lâche prise. Maintenant, imagine à quel point ta journée serait plus légère si tu ne t'occupais que de ce qui est à ta portée. Ce n'est pas de la magie, c'est de la clarté. Et lorsque tu appliques cette logique, tu réalises que la plus grande partie du stress venait d'essayer de contrôler ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Relâcher ce qui ne dépend pas de toi, c'est le véritable pouvoir. C'est choisir la paix plutôt que l'épuisement. 3. Mets sur papier ce qui pèse dans ton esprit. L'esprit n'est pas fait pour porter tout le poids de ce qui te préoccupe. Ce n'est pas un dépôt infini où tu peux entasser des problèmes de travail, des tâches en attente, des souvenirs désagréables et des idées éparses sans jamais le vider. Quand tu essaies de tout stocker là, ce que tu crées, c'est un bruit incessant qui s'infiltre dans chaque aspect de ta vie, volant ton sommeil, drainant ton énergie, sapant ta concentration. C'est comme forcer un moteur à fonctionner au-delà de sa limite, jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Mais il existe un moyen simple et efficace d'alléger cette charge. Écrire. Pas pour créer quelque chose de beau ou de parfait, mais pour libérer ce qui t'accable et trouver de la clarté. Marc Aurèle, l'un des plus grands noms du stoïcisme, écrivait tous les jours, pas pour les autres, mais pour lui-même. Pour organiser les pensées qui le tourmentaient et les transformer en quelque chose de compréhensible. Parce que lorsque tu n'exprimes pas tes pensées, elles restent piégées, tournant en rond, comme un disque rayé qui rejoue toujours le même passage. Mettre sur papier ce qui te préoccupe, c'est comme retirer un poids de tes épaules et le transformer en quelque chose que tu peux voir et résoudre. Ce qui semblait auparavant un problème immense devient plus clair, plus simple. Écrire, c'est réduire un chaos invisible à quelque chose que tu peux comprendre et gérer. Et il n'est pas toujours nécessaire de trouver une solution immédiate. Très souvent, le soulagement vient simplement du fait de ne pas tout porter seul. En écrivant, tu laisses tomber un fardeau que tu ne peux plus porter. Et en voyant tes préoccupations devant toi, tu réalises ce qui compte vraiment et ce que tu peux laisser derrière toi. Ouvre une note sur ton téléphone, prends une feuille, écris n'importe où. Peu importe si les mots sortent confus ou sans sens. Écris simplement, sans te juger. Une fois terminé, tu sentiras ton esprit plus léger, comme s'il y avait à nouveau de l'espace pour respirer. Parce que la clarté mentale n'est pas une question de chance, c'est une question de pratique. C'est libérer ce qui t'étouffe pour faire de la place à ce qui compte. Chaque fois que tu répètes cette habitude, tu ressens une différence réelle. Les pensées s'organisent, le sommeil s'améliore et le stress diminue. Écrire, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée. L'air entre, la lumière se répand et ce qui était auparavant une ombre devient clair. 4. N'absorbe pas tout. Ton esprit est toujours occupé. Dès l'instant où tu te réveilles, tu es bombardé de stimulations venant de tous les côtés. Messages, notifications, vidéos, réseaux sociaux, actualités. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Il ne trouve jamais un moment de véritable silence. Il n'y a jamais d'espace pour respirer, pour réfléchir, pour simplement exister. Le problème n'est pas seulement la quantité, mais la constance. Lorsque tu consommes sans cesse quelque chose, information, divertissement ou inquiétude, tes propres pensées sont étouffées, repoussées au fond. Dans ce bruit permanent, la clarté disparaît. Tu essaies de trouver la paix au milieu de la confusion, mais c'est comme tenter de te reposer en courant sans arrêt. Sans créer d'espace pour le silence, ton esprit devient agité et surchargé, comme si quelque chose d'essentiel restait toujours hors de portée. Et peut-être que c'est le cas. Peut-être que ce que tu cherches ne se trouve pas dans une notification supplémentaire ou dans une autre vidéo promettant des réponses rapides. Le stoïcisme enseigne que couper l'excès est le chemin pour retrouver l'essentiel. Il ne s'agit pas de se couper du monde ou de vivre isolé. Il s'agit d'entraîner l'esprit à créer des moments de véritable présence. Parce que c'est dans ces instants, libres de stimulation inutile, que ta propre voix commence à émerger. Imagine un lac agité par le vent. L'eau trouble cache le fond. Mais quand le vent tombe et que le lac s'apaise,
la clarté apparaît. Il en est de même pour l'esprit. S'il est toujours agité par des stimulations, il ne trouvera jamais la paix que tu cherches. Se déconnecter est plus qu'un simple repos. C'est se reconnecter à ce que tu es vraiment, sans interférence. Lorsque tu t'éloignes du bruit pendant un temps, ton esprit se réajuste. Le besoin insatiable de stimulation commence à s'estomper et peu à peu, tu découvres ce qui a toujours été là, attendant d'être vu. Essaie. Éteins ton téléphone pendant un moment. Marche sans écouteurs. Permets-toi simplement d'être sans consommer ni réagir à quoi que ce soit. Au début, cela peut sembler étrange, comme s'il manquait quelque chose, mais ce n'est que ton cerveau qui s'habitue à ne pas être stimulé en permanence. Avec le temps, quelque chose de précieux émerge, ta propre présence. Le véritable repos n'est pas seulement dormir davantage ou prendre de longues vacances. C'est offrir à ton esprit un soulagement authentique de ce bombardement constant. Lui permettre de respirer, de retrouver son propre rythme et de s'écouter. Parce que c'est dans le silence que tu trouves ta propre voix, ton essence, et par-dessus tout, la paix que tu ne trouveras jamais dans l'agitation. 5. Fuir l'inconfort, c'est retarder ton évolution. La plupart des gens passent leur vie à éviter tout ce qui pourrait menacer leur confort. Ils recherchent des environnements prévisibles, des routines faciles, une sécurité totale. Mais plus tu te caches dans ces zones de confort, plus tu deviens fragile. C'est comme un corps qui ne fait jamais d'exercice. Il perd sa force, sa souplesse et sa résistance. Et alors, face au moindre inconfort, il s'effondre. Le problème n'est pas l'inconfort en lui-même, c'est la peur de l'affronter. C'est quand tu le transformes en quelque chose de terrifiant, simplement parce que tu n'as jamais permis à ton esprit d'apprendre à y faire face. Le confort protège, mais il affaiblit aussi. Et de petits défis finissent par sembler être de grandes crises, comme si chaque faux pas était une catastrophe. L'inconfort est l'endroit où la croissance se produit. C'est l'entraînement à la résilience. Les personnes mentalement fortes n'ont pas évité la douleur ou les difficultés. Elles ont affronté des défis à répétition et appris à avancer, même sous le poids des difficultés. Chaque obstacle surmonté est une leçon qui prépare ton esprit à gérer la pression sans se briser. Affronter l'inconfort, ce n'est pas chercher à souffrir pour souffrir, c'est te prouver que tu es plus fort que tu ne le crois. Ce qui semble insupportable est ce qui construit ta résistance. Il ne s'agit pas d'exploits héroïques, mais de faire face à de petits défis chaque jour. Quand tu t'exposes intentionnellement à l'inconfort, quelque chose change en toi. La douleur devient plus supportable, l'inconfort plus gérable. Parce que ton esprit apprend à ne pas paniquer face à la moindre difficulté. Il apprend que le froid n'est que du froid, que la faim n'est que de la faim, que l'incertitude fait naturellement partie de la vie. Et il découvre que tu peux supporter bien plus que tu ne l'imaginais. Essaie. Accepte l'inconfort volontairement. Marche pieds nus sur la terre froide. Prends une douche glacée. Jeûne pendant quelques heures. Permets-toi de ressentir l'inconfort sans fuir. Chaque petit défi accepté est une brique dans la construction de ta résilience. C'est une preuve que tu es capable d'affronter tout ce qui viendra. Avec le temps, tu réaliseras que l'inconfort n'a jamais été le véritable ennemi. Il a toujours été le maître silencieux, te préparant à résister. Ce qui te semblait impossible paraît désormais plus petit, non parce que le monde a changé, mais parce que tu es devenu plus fort. 6. Décide ton jour à l'avance. Si tu ne choisis pas la direction de ta journée, le monde choisira pour toi. Et le monde ne se soucie pas de ton équilibre, de ta paix ou de tes objectifs. Il te lance simplement des tâches, des distractions et des urgences que tu n'as jamais demandées. Se réveiller et déjà ouvrir son téléphone, se perdre dans les messages, les réseaux sociaux et les mauvaises nouvelles, c'est comme ouvrir les portes de son esprit à tout ce qui entre, sans filtre, sans critères. Dès la première minute, tu deviens prisonnier de stimuli que tu n'as pas choisis. Et le chaos commence. La journée devient une succession de réponses automatiques à des problèmes surgis de nulle part. Mais le monde n'est pas devenu plus chaotique. La question est que tu n'as jamais pris le contrôle dès le départ. Parce que si tu ne définis pas un objectif clair, ce qui est à l'extérieur de toi occupera cet espace. L'esprit humain est comme une rivière. Si tu ne diriges pas son cours, il se disperse dans tous les sens, perd de sa force et de son sens. Et quand tu laisses ta journée être guidée par des demandes extérieures, tu deviens une feuille emportée par le courant,
réagissant à chaque changement sans jamais choisir ton propre chemin. Le secret pour éviter le stress n'est pas d'éliminer les problèmes, car cela est impossible. C'est de savoir où placer ton énergie et ton attention. Avant de laisser la journée t'emporter, choisis ce qui mérite ton attention. Parce que ce sur quoi tu choisis de te concentrer devient la base de ta réalité. Il ne s'agit pas de planifier chaque minute ou de créer des listes qui ne font qu'augmenter l'anxiété. Il s'agit de définir une direction, même simple. Demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui mérite mon effort et qu'est-ce que je peux ignorer? Établir des priorités est un acte de clarté, non de rigidité. C'est comme allumer une lumière dans l'obscurité et voir ce qui doit être fait. Avant de te perdre dans des urgences qui ne sont même pas les tiennes, avant d'ouvrir la porte au tourbillon de stimuli, prends un moment pour décider ce qui mérite ton attention. Cela peut être aussi simple que de répondre à une question essentielle. Quelle est ma priorité aujourd'hui? Cette question est ton guide, ta carte au milieu du chaos. Parce que lorsque tu choisis ce qui mérite ton attention, le monde perd le pouvoir de voler ta paix. Et c'est là que tu comprends. Le véritable contrôle n'a jamais été dans ce qui se passe autour de toi, mais dans la manière dont tu choisis d'y répondre. 7. Laisse-toi porter par le rythme de la vie. Accepter le rythme de la vie, c'est comprendre qu'elle ne sera jamais un puzzle parfaitement assemblé. L'idée qu'un jour tout sera aligné et parfait est ce qui maintient tant de personnes prisonnières d'un cycle de frustration et de déception. Nous grandissons en croyant qu'il existe un moment idéal où les problèmes disparaissent et où tout prend son sens. Mais ce moment n'arrive jamais, car la vie est un processus constant d'adaptation et de changement. Il y aura toujours quelque chose de déplacé, des objectifs qui semblent lointains et des situations échappant à ton contrôle. La souffrance de beaucoup naît de l'attente que les choses devraient être différentes. Elles poursuivent un idéal de perfection qui ne se réalise jamais et lorsque la réalité ne correspond pas à cette attente, surgissent frustration, colère et découragement. La vie n'est pas un problème à résoudre, ni un projet à achever pour pouvoir en profiter. C'est un flux continu d'expériences qui seront toujours en construction. Attendre le moment parfait pour ressentir la paix, c'est comme essayer d'atteindre l'horizon. Plus tu avances, plus il s'éloigne. La perfection n'est pas une destination, c'est une illusion créée par l'esprit. Le véritable soulagement vient lorsque tu acceptes que l'incomplétude fait partie de la vie. Il y aura toujours des questions sans réponse, des projets inachevés et des relations qui ne se maintiennent pas. Il n'est pas nécessaire de tout résoudre pour avancer, parce que le temps n'attend pas et que la vie continue, avec ou sans ton acceptation. Accepter le rythme de la vie, ce n'est pas abandonner, ni se résigner. C'est comprendre que vouloir tout contrôler est ce qui engendre la souffrance. Certaines situations n'auront jamais de conclusion claire, certaines décisions laisseront toujours des doutes, et certains chemins ne révéleront pas leur destination immédiatement. Pourtant, tu peux avancer. Tu peux continuer ton chemin même lorsque rien ne semble s'imbriquer. Tu peux aimer quelqu'un sans exiger la perfection. Tu peux trouver du sens dans un projet encore inachevé. Parce que la valeur de la vie réside dans la manière dont tu choisis de continuer, même lorsque la route est sinueuse. Demande-toi, ai-je besoin que tout soit parfait pour avancer? La plupart du temps, la réponse sera non, parce que le progrès est plus précieux que la perfection. La véritable paix ne vient pas de l'atteinte d'un état final, mais de l'apprentissage de vivre sereinement, même lorsque les pièces ne s'assemblent pas comme tu le souhaiterais. La vie devient plus légère lorsque tu cesses d'exiger que tout soit impeccable, lorsque tu acceptes qu'il y aura toujours quelque chose à ajuster ou à améliorer. Ce n'est pas un échec, c'est un signe que tu es en mouvement, que tu grandis et que tu apprends. Accepter le rythme de la vie, c'est avant tout s'accepter soi-même. Non pas comme quelqu'un qui est déjà arrivé, mais comme quelqu'un qui est toujours en train d'évoluer. Parce que c'est dans ce mouvement constant que se trouve la véritable paix. 8. Fais taire le bruit dans ton esprit. Trop penser, c'est comme une radio mal réglée, produisant un bruit constant qui n'apporte jamais de clarté. L'esprit se perd dans des scénarios imaginaires, des suppositions et des doutes qui ne font que se multiplier. Ce n'est pas le problème en lui-même qui t'épuise, c'est l'habitude de répéter la même pensée sans jamais avancer. C'est comme essayer d'ouvrir une porte que tu sais être verrouillée, encore et encore, sans succès. Ce bruit mental,
naît de pensées qui ne se transforment jamais en action. C'est une agitation qui grandit parce que tu ne prends aucune initiative pour la résoudre. L'esprit est puissant, mais lorsqu'il ne trouve pas de direction, il devient cruel. C'est comme nager à contre-courant. Plus tu luttes, plus il est difficile d'atteindre la surface. Trop penser se déguise en préparation. Tu crois qu'il faut planifier chaque détail, analyser chaque scénario avant d'agir. Mais cette préparation infinie ne mène qu'à la paralysie. La clarté ne vient pas du fait de penser davantage, mais d'agir. Ce qui paraît complexe dans ton esprit se dissout souvent dès que tu passes à l'action, même de manière minime. Pense à ce message que tu as repoussé pendant des jours. Dans ta tête, il est devenu un énorme problème, rempli de craintes et d'excuses. Mais lorsque tu finis par répondre, tu te rends compte que ce n'était rien, ou cette tâche que tu as évitée pendant des semaines qui te semblait impossible. Et quand tu commences, tu réalises qu'elle était bien plus simple que tu ne l'imaginais. L'esprit transforme de petits problèmes en monstres gigantesques qui en réalité n'existent pas. Ils ne sont que des ombres créées par la peur et la procrastination. Cela arrive quand tu n'agis pas et que tu restes prisonnier de tes propres pensées. Pour briser ce cycle, tu dois agir. Pas de manière impulsive, mais en ayant conscience que trop penser est devenu une habitude qui te bloque. Quand tu te rends compte que tu es piégé dans une analyse infinie, fais quelque chose. N'importe quoi qui modifie ce que tu ressens. Une petite action suffit pour interrompre le cycle et ramener ton esprit dans le présent. La clarté ne naît jamais d'une réflexion excessive. Elle surgit lorsque tu agis. Chaque action t'apporte un fragment de réalité qui remplace le bruit mental. Chaque fois que tu agis, tu reprends le contrôle. Le stress ne disparaît pas en pensant davantage. Il s'efface quand tu choisis d'agir. Alors demande-toi, à quoi penses-tu trop sans agir? Identifie-le et fais un pas maintenant. N'attends pas que la peur disparaisse ou que tout soit parfaitement clair. Le véritable silence mental n'est pas l'absence de pensée, mais la présence de mouvement. Chaque fois que tu agis, le bruit faiblit, car l'esprit trouve enfin ce qu'il désire le plus, la paix par l'action. 9. Découvrez la grandeur qui existe dans la simplicité. La paix que vous recherchez ne se trouve pas dans les grandes conquêtes ou dans des exploits spectaculaires. Elle naît dans les moments les plus simples, dans les détails qui semblent trop petits pour être remarqués. La majorité des gens vivent en croyant que le bonheur est une récompense lointaine, quelque chose qui ne sera atteint que lorsque tous les problèmes seront résolus, lorsque tout ce que l'on désire aura été conquis. Mais même ceux qui y parviennent réalisent qu'il manque encore quelque chose d'essentiel. Parce que la paix ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous êtes capable d'apprécier. Elle existe dans la simplicité de tenir une tasse de café chaud par un matin froid, d'entendre un rire authentique qui brise le silence, ou de respirer sans hâte pendant que le monde continue de courir. Si vous n'arrivez pas à trouver la paix dans ces moments-là, vous ne la trouverez pas non plus lorsque vous atteindrez vos objectifs. Parce que le désir insatiable de toujours vouloir plus est comme un puits sans fond. Peu importe tout ce que vous accomplirez, la sensation de vide persistera toujours. Et ce qui manque vraiment, c'est la capacité de voir la beauté du moment présent. Nous vivons dans une société qui nous enseigne à vouloir toujours plus, à rechercher le succès, la reconnaissance et des distractions constantes. Mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est de moins de bruit mental, de moins de comparaison et de moins d'attentes irréalistes. Moins d'attachement à ce qui échappe à notre contrôle. Le stoïcisme enseigne que la véritable paix vient de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que l'on conquiert, mais un état de présence qui se construit avec de petits choix quotidiens. La paix est disponible maintenant, attendant que vous changiez votre manière de voir le monde, que vous cessiez de voir le bonheur comme une destination et que vous réalisiez qu'il existe déjà dans les choses les plus simples. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez valoriser aujourd'hui? Peut-être la lumière douce du soleil qui entre par la fenêtre, le silence rare d'une vraie pause, ou simplement le fait de respirer profondément sans se presser. C'est dans ces détails que la vie se révèle pleinement. Pas dans ce que vous espérez encore conquérir, mais dans ce que vous possédez déjà et que vous ignorez en pensant que c'est insignifiant. La vie n'est pas une liste de tâches à accomplir pour trouver la paix. C'est un ensemble de moments que, si vous n'apprenez pas à apprécier, passeront inaperçus, comme du sable s'écoulant entre vos doigts.
la perfection est une illusion, alors que la simplicité est réelle. Les habitudes qui peuvent transformer votre vie ne sont pas des tours de magie. Elles vous rendent le contrôle de ce qui vous appartient vraiment, votre esprit. Le stress, l'anxiété et l'incertitude ne disparaîtront jamais complètement. Mais vous pouvez les affronter avec plus de force, de sérénité et de conscience. La paix que vous recherchez n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que l'on construit avec de petits choix quotidiens. Et désormais, vous avez le savoir pour commencer. Mais le plus important, c'est ce que vous en ferez. Parce que comprendre cela n'est que le début. Le véritable pouvoir réside dans l'application de ce que vous avez appris. Il ne s'agit pas de changer votre vie du jour au lendemain. Il s'agit de choisir une habitude, un geste et de commencer maintenant. Parce que lorsque vous décidez de vivre avec plus d'intention, moins de réactivité et plus de clarté, vous êtes déjà en avance sur la plupart des gens. La vie continue avec ou sans vous. Les jours passent, les problèmes changent, les préoccupations vont et viennent. Mais la manière dont vous réagissez ne dépend que de vous. Peut-être ne pouvez-vous pas contrôler le monde, mais vous pouvez choisir comment vous voulez vivre. Le pouvoir de bien vivre ne réside pas dans l'extraordinaire. Il réside dans la capacité à trouver du sens dans ce qui est ordinaire. Parce que c'est là que se trouve la véritable paix. 10. N'oublie jamais, tu es mortel, memento mori. Se souvenir que tu es fini. Rien de ce que tu possèdes n'est éternel, pas même toi. Cela peut sembler dur, mais c'est un cadeau rare, une clé pour sortir de la torpeur qui domine tant de vies. Alors que beaucoup vivent comme si le temps était infini, repoussant les décisions, accumulant les rancunes et gaspillant les opportunités, celui qui comprend que le temps est limité voit la vie avec une clarté que peu possèdent. La majorité agit comme si demain était toujours garanti. Mais chaque jour qui passe est un jour en moins, une partie de ta vie qui s'éteint sans bruit. Cela ne doit pas être une source de tristesse. C'est une alerte pour réaliser que la vie se passe maintenant, et non dans un moment idéal qui n'arrive jamais. Memento mori signifie se rappeler que tu vas mourir, non pour vivre dans la peur, mais pour sortir du pilote automatique. Car lorsque tu oublies ta propre mortalité, tu perds l'urgence de vivre avec authenticité. Si aujourd'hui était ton dernier jour, te soucierais-tu autant de l'opinion des autres? Continuerais-tu à gaspiller ton temps avec ce qui ne te fait pas du bien? Remettrais-tu encore à plus tard ce que tu désires le plus accomplir? Le problème n'est pas la mort, c'est de vivre comme si le temps était infini. C'est de gaspiller des années comme s'il s'agissait de pièces sans valeur, en croyant qu'il y aura toujours plus de jours, plus d'opportunités, plus de chances de corriger ce qui a été laissé de côté. Mais la vie est comme un fleuve qui ne cesse jamais de couler. Chaque moment que tu ignores est un moment perdu à jamais. Lorsque tu acceptes que ton existence est finie, tes priorités changent naturellement. Il n'est pas nécessaire de faire une révolution pour vivre avec plus de sens. Il suffit d'agir avec intention, de valoriser les personnes tant qu'elles sont présentes, de dire ce que tu ressens sans attendre, de choisir ce qui compte vraiment, au lieu de gaspiller ton énergie avec ce qui est insignifiant. La plupart ne le réalisent que trop tard. Le véritable problème n'est pas de mourir, mais d'arriver à la fin de sa vie et de réaliser que l'on n'a jamais vraiment vécu, que l'on a passé des années à se préparer à vivre sans jamais commencer. Si tu savais qu'il te reste seulement 6 mois, que changerais-tu? Quels engagements abandonnerais-tu? Quelles conversations repoussées aurais-tu le courage d'engager? Quel projet finirais-tu par réaliser? La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'un délai pour vivre ainsi. Parce que le temps est toujours limité. La vie n'est pas une répétition générale. Chaque jour est unique et ne se répétera jamais. Tu ne contrôles pas combien de temps il te reste, mais tu peux décider comment utiliser le temps que tu as. Memento mori n'est pas une pensée sombre. C'est un rappel puissant que la vie est trop courte et trop précieuse pour être gaspillée avec ce qui n'a pas d'importance. Lorsque tu te souviens que la mort est certaine, tu apprends à valoriser la vie. Tu apprends à laisser de côté ce qui est superficiel et à embrasser ce qui est essentiel. Parce que le véritable échec n'est pas de mourir, c'est de n'avoir jamais vraiment vécu. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Courage stoïcien », ainsi je saurai que tu es avec moi dans ce cheminement. Si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi, clique sur « J'aime » et active les notifications pour continuer à nous accompagner. Merci d'avoir regardé.